Alors, il y a ce principe qu'on a souvent cité parce que c'est un Yesod Klali, un principe général, comme je vous l'avais dit, qui est à la base de l'écriture du premier livre de la vie. Kol hachaim zatzet milakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. C'est que la définition de la vie, c'est de passer du potentiel au réel. En français, on dit exister. Ex, c'est extérieur. Ister, c'est être. Être à l'extérieur. Maintenant, étant donné que le but et la définition de la vie, c'est d'exister, et que chacun a ce but-là, chacun d'entre nous a ce but, donc il va y avoir automatiquement des confrontations de coexistence. C'est logique. Ouais. Et comme le moteur de l'existence, c'est la volonté, donc il va y avoir des confrontations de volonté. Et là, ça devient très compliqué. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que Shem shepartzufehem shonot, car dartem shonot. La Gemara dans Brachot, de la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Dartem, c'est leur esprit. On a déjà expliqué que ce mot, il est très dur à traduire, parce que le mot da'at, il veut dire conscience, il veut dire volonté, il veut dire maturité. Maintenant, on a tous un da'at différent. Et c'est pour ça qu'on a des visages différents, elle dit la Gemara. C'est-à-dire que le fait qu'on ait des visages différents, parce qu'il n'existe pas deux vrais sosies à 100%, donc pourquoi est-ce qu'on a des visages différents? Parce que le visage, c'est comme un panneau indicateur. Ouais, quand tu arrives en Autriche, c'est marqué Autriche. Ouais. Quand tu arrives en Allemagne, c'est marqué Allemagne. Et bien quand tu vois l'autre, tu sais que l'autre, c'est quelqu'un d'autre. Je sais ce que vous allez me dire. Franchement, je n'avais pas besoin que l'autre il ait une autre tête pour qu'en voyant l'autre, je comprenne que c'est pas moi. C'est évident. Non, c'est pas tellement évident. Parce qu'on a tellement cette recherche d'exister, tellement cette recherche d'être soi-même, qu'on voudrait aussi que l'autre y participe à notre devenir personnel. C'est pour ça que quand l'autre n'est pas d'accord avec nous, on est vexé, on se stresse, on s'engueule, on se querelle, on a l'impression que l'autre il nous étouffe, alors qu'il a seulement profité d'une capacité et d'un droit qui est le fait d'être quelqu'un d'autre. Comme tu veux ou non? Il faut accepter ça. Il faut accepter que l'autre est quelqu'un d'autre. En fait, il faut apprendre à compter jusqu'à 2. Parce que nous, on compte que jusqu'à 1. Les 3/4 des gens, quand tu les contredises, ils te disent 1, ils arrivent, 2, difficile, 3, inenvisageable. Ouais, impossible d'envisager un truc pareil. Pourquoi? Ça s'appelle le pluriel. Ouais. Le monde est pluriel. L'homme est pluriel. Il faut accepter le pluriel. Maintenant, le pluriel, encore une fois, il est la source de beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'il a dit, Sartre? L'enfer, c'est les autres. Ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Impossible d'aller au Gan Eden, au paradis sans les autres. Donc, si tu regardes la différence de l'autre comme un obstacle, ça va être l'enfer. Si tu regardes la différence de l'autre comme une opportunité, ça va être le paradis. Donc, en fait, le problème, c'est d'où est-ce que tu démarres? Dans quel état d'esprit tu viens? Quel est ton terrain psychologique qui précède la rencontre? Vous avez compris, si tu es complexé, si tu es parano, tu es mal dans ta peau, évidemment, il y a beaucoup d'ennemis dans le monde. Ouais. Mais si tu es bien dans ta peau, tu es construit, tu es équilibré, il n'y a que des gens bien dans le monde. C'est ça le problème. Ouais. Ça s'appelle l'opticien. C'est le gars qui est au petit soin pour toi. Ouais. L'ophtalmo, c'est ton regard. Quel regard tu as? Or, le regard, c'est la projection de ce que tu contiens. Parce que panim en hébreu, ça veut dire visage, mais pnim, ça veut dire intérieur. De la même manière que toi, tu dois percevoir l'intériorité de l'autre à travers son visage, de la même manière l'autre, il doit voir ton intériorité à travers ton visage. À une condition, ouais, c'est que ton visage et ton intériorité soient les mêmes. Eh oui, donc ça élimine tous les hypocrites, tous les gens qui ne sont pas construits, tous les calculateurs ou les calculatrices. Bon, les exemples sont masculins parce que je suis masculin, mais vous avez compris que tous les exemples sont bisexes. Oui, non. Après, vous allez dire, ouais, il a parlé avec des hommes.
Non, en vérité, la logique, c'est que moi, je me parle à moi, et vous, vous assistez à mes séances personnelles de travail. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que la seule manière de faire évoluer quelqu'un, c'est d'évoluer. Comme je vous ai dit à l'époque, le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Si tu veux que tes professeurs, ils existent, il faut exister pour eux. Si tu veux que tes enfants, ils existent, il faut exister pour eux. Si tu veux que ton conjoint, il existe, il faut exister pour lui. Maintenant, si tu n'existes pas, ouais, c'est-à-dire que tu ne n'extériorises pas, tu ne réalises pas, tu ne rentres pas dans le monde de la réalité, ne viens pas t'énerver que l'autre aussi, il fait pas d'effort, il vient pas vers moi, il n'ouvre pas son cœur, il se met toujours en situation de sécurité, mais c'est un miroir. Et c'est ça le problème. C'est que d'un côté, je vais subir la différence de l'autre. D'un autre côté, j'ai besoin de la différence de l'autre. Parce qu'on aurait pu dire, bah, écoute, on est comme on est, chacun il est comme il est, c'est pas grave. C'est comme ça. En fait, le groupe, c'est un cumul de solitaires. Non, ça marche pas. Ouais. Parce qu'ils disent, les chachamim, ezeu chacham alomed mikol adam. Qui est le sage? Celui qui apprend de tout homme. Alors évidemment, tu vas dire, mais donc il n'y a personne n'est sage. Parce qu'il y a 7 milliards de personnes dans le monde. Et il n'y a personne qui a appris de tout le monde. C'est bon? Et si la définition du sage, c'est celui qui a appris de tous, donc comme personne n'a appris de tout le monde, donc personne n'est sage. Non, c'est pas que tu apprends de tout le monde. C'est que tu apprends de tous les gens qui sont nécessaires à ton parcours d'évolution. C'est que dans ta vie, tu vas rencontrer un certain nombre de personnes qui vont des fois exprimer de l'amour, des fois qui vont exprimer de la haine, des fois des gens qui vont t'encourager, des fois des gens qui vont t'agresser, des fois des gens qui vont te maîtriser, mais ce sont des professeurs. Oui, ce sont des professeurs. Parce que quand tu as vu la parano de l'autre, c'est un professeur, tu vas te soigner de ça, tu dis, moi je veux pas être comme ça. Quand tu as vu l'autre, comment il s'est déchiré au shit, tu dis, non, je ne rentre pas là-dedans. Quand tu as vu que l'autre, le mensonge a fait de lui ou d'elle, pas une menteuse. Tu sais que le mensonge ne fait pas des menteurs, il fait des mensonges. Ça veut dire que même la personne elle-même, elle devient un mensonge. En fait, elle n'existe pas. Comme elle dit la Gemara dans Shabbat, Kushtakai, Shikra Lokai. Ouais. La vérité, elle tient, le mensonge ne tient pas. C'est pour ça qu'un mensonge, au bout d'un moment, il s'écroule. Alors que la vérité, même si elle met 10 ans à sortir, à la fin, elle sort. C'est la vérité. Maintenant, c'est quoi la vérité? C'est le Hémet. Et c'est quoi le Hémet? On l'a expliqué déjà, mais comme je vois plein de têtes nouvelles, c'est le sujet qui vous a fait venir ou qu'est-ce qui se passe? Ah, vous êtes bien troublé quand même. Intéressé, d'accord. Bon, c'est bien. Donc la semaine prochaine, c'est sur les obsédés sexuels. Comme ça, il y aura encore plus de monde. Et après, on fera encore un cours sur les gens qui doutent de leur genre. Bon, donc, alors là, il va falloir ajouter des étages. Alors, donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le Hémet. Le mot Hémet, il s'écrit Aleph Mem Tav. Bon, je rappelle pour ceux qui ne sont pas hébraïsants que Hémet, ça veut dire vérité. D'accord? Et c'est un des noms de Dieu. Intéressant. Maintenant, ça s'écrit Aleph Mem Tav. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. A priori, c'est la plus petite. Parce que la valeur numérique, c'est 1. Mais d'un autre côté, Alouf, ça veut dire le chef, le roi. Donc d'un côté, c'est le plus petit, d'un autre côté, c'est le premier. C'est le chef, c'est de lui que tout décide. Il y a de la place. Hein. Vous avez de la place là-bas? Sinon, on peut prendre des chaises des garçons, parce qu'ils se font un plaisir de se mettre debout. Non, je rigole. Voilà, prenez des chaises. Non, mais il y a des chaises là. Il y a encore des chaises des garçons. Elles sont cachères. Les vies manquent un peu chez les filles, comme d'habitude. Mon succès au féminin. Non, je vous explique. Il y a toujours plus de filles dans les cours. Parce que comme le garçon a une mitzvah d'étudier la Torah, donc il a l'Yetzera de ne pas étudier. Mais comme la fille n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, donc elle n'a pas l'Yetzera de ne pas étudier. Donc elle étudie. C'est un phénomène. Alors. Parce qu'elles ont plus peur de la relation toxique que les garçons. Ils ont peur de la relation toxique. Ah oui, d'accord. C'est vrai que c'est assez répandu. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que
encore une fois, on va rencontrer des gens dans notre vie qui sont différents de nous. Et c'est heureux qu'ils soient différents de nous. Maintenant, on peut avoir une forme de paresse existentielle, de ne chercher que des gens qui nous ressemblent. Mais d'un autre côté, les gens qui nous ressemblent ne nous font pas forcément évoluer. Par contre, les gens différents nous obligent à grandir. C'est pour ça que ton professeur, il est plus fort que toi. C'est vrai, tu pourrais prendre un gars du même âge que toi et qui te dit, bon, tu sais, on va faire le programme à deux. Non, il faut que le professeur soit 100 fois plus fort que l'élève. C'est vrai, pourquoi il doit préparer un CAPES ou une agrégation pour enseigner à des premières années? Ça n'a pas de sens. Mais en vérité, pourquoi? Parce qu'il dégage une énergie. Cette énergie, en français, elle s'appelle le devenu. Et le devenu, c'est le moteur de l'ambition de celui qui veut devenir. Donc on a besoin que l'autre soit plus grand que nous. Comme le Rav doit être 100 fois plus fort. Je vois des gens, ils me disent, ouais, Rav, je voudrais devenir Rav. Je dis, mais t'es trop jeune pour être un ravagé. Non. Je dis, il faut que tu étudies 15 ans. Il dit, mais c'est long, 15 ans, je suis pressé, je veux un salaire. Mais non, mais le problème, c'est que pour que tu sois une source d'inspiration et une source d'ambition, il faut que tu sois 100 fois plus fort que l'élève. Comme si ou non. Comme le père, a priori, il a minimum 20 ans de différence avec l'enfant, oui. Le père. D'accord? Pourquoi on n'a pas des enfants à 8 ans, à 9 ans? Mais parce qu'on peut. C'est pas un gamin qui va s'occuper d'un gamin. Il faut un homme qui s'occupe d'un enfant. C'est bon? Le problème, c'est que l'âge ne définit pas forcément le niveau de maturité. Donc c'est un challenge de devenir le plus rapidement un homme pour que ton fils, quand il te regarde, il voit un homme. C'est ce que j'ai dit, les enfants, c'est une invitation pour les adultes de devenir adultes. Parce que devant toi, tu peux te foutre de toi. Devant tes parents, tu peux dire vous ne comprenez pas. Devant ton conjoint, tu dis on s'est marié trop vite. Mais devant ton enfant, tu ne peux pas mentir. Donc tu es obligé d'être bon. Donc l'enfant, il t'oblige à devenir. L'élève, il t'oblige à devenir. Maintenant, encore une fois, si on est des bons élèves, parce que qui est le sage, celui qui apprend de tout homme, donc on comprend que l'autre, il est professeur. Mais encore une fois, on peut apprendre par le positif, on peut apprendre par le négatif, on peut apprendre par l'action de l'autre, on peut apprendre par la passivité de l'autre, on peut apprendre par la présence de l'autre, on peut apprendre par l'absence de l'autre. On apprend. On apprend. Donc dans cette logique-là, encore une fois, la différence, elle est nécessaire. Comme Hachem, le passouk, il a dit qu'il il ne manquera jamais. Ah oui, j'étais en train d'expliquer Emet. Moi, je suis vraiment fatigué. Parce que j'étais à Milan ce matin et je crois que j'ai l'impression d'y être resté 1000 ans. On a dit que le mot Emet, il s'écrit Aleph Mem Tav. Aleph, c'est la plus petite lettre, valeur numérique 1. Et Tav, valeur numérique 400. Maintenant, tu dois passer du Aleph au Tav. Donc le Aleph, il est à l'intérieur de toi. Il correspond à ton intériorité. Mais c'est le potentiel. Et il faut l'amener au réel. Donc toi, tu dois te réaliser. Donc il faut que ton moi intérieur, il se réalise dans le moi extérieur. C'est bon? Maintenant, le moi extérieur, il est confronté à la contrainte, à l'autre, au regard de l'autre, à l'examen, à la date, au loyer, à l'argent. Donc, il est obligé d'être adulte, le moi extérieur. Le moi intérieur, lui, il peut se permettre de rêver, de fantasmer, de se mentir, mais ça ne tient pas longtemps. Donc, tu es obligé de développer ton moi intérieur et de le réaliser dans ton moi extérieur. Quand tu es dans cette dynamique perpétuelle de je me réalise, d'accord? Normalement, on devrait dire je réalise. Je me réalise. Donc, il y a le je qui veut se réaliser et le me qui ne veut pas se réaliser. Et chacun en soi, il a un côté lourd, un côté Allah, ouais, un côté gamin, un côté gamine, un côté débile, un côté parano. Chacun, il a ça. Nous, on appelle ça le Yetzerara. Le mauvais penchant, la zone d'ombre, la névrose, le malaise, le confort à la non-existence, la zone de confort, la zone de fort, la zone de... Bon. Il y a des places libres, hein. Là, il y en a 2, là.
Bon, il y a un sac qui est hyper à l'aise, mais il va se mettre... il y en a une là, une derrière. Donc, dans cette logique-là, on comprend maintenant que l'autre, il devient décapsuleur de mon potentiel. Comme le professeur, il sent mon potentiel. Donc, à tout le monde, il donne 3 exercices, et à moi, il m'en donne 10. Et moi, je dis, ouais, il a la haine contre moi parce que ma mère était son ex. Non, en vérité, c'est parce qu'il veut que je me réalise. Or, de la même manière, Akadosh Baruch Hu, c'est comme un professeur, il envoie des exercices. Comment s'appellent les exercices? Les épreuves. Maintenant, l'épreuve, c'est pas forcément une épreuve négative, anxiogène, une maladie, une souffrance, une angoisse. Non, une épreuve, ça peut être aussi quelqu'un qui t'énerve, quelqu'un qui te pose une question, quelqu'un qui te demande un service. Ça peut être aussi une épreuve. Regardez les garçons ce qu'on va faire. Ne prenez pas mal. Chacun va se lever, il va prendre sa chaise, il va avancer d'1 mètre. Cette distance-là, elle ne sert à rien. Allez, n'ayez pas peur, je ne peux pas positionner jusqu'à là-bas, c'est impossible. Donc dans cette logique-là, ouais, que je passe du potentiel au réel, donc si je ne réalise pas mon potentiel, donc je ne réalise pas le tav, qu'est-ce qui reste? Aleph Mem. Aleph Mem, c'est quoi? M. M, c'est ta mère, c'est la maman. Donc en fait, tu es resté dans la position fœtale. Tu es resté un bébé. Donc si je vous le mime au niveau intériorité, maman, donne-moi un café, j'ai soif. Elle dit, mais je suis ta femme. Excuse-moi, lapsus révélateur. Oui. Donc si je n'ai pas réalisé le M, le tav, je reste dans le M. Je suis encore dans le ventre de ma mère. D'accord? Mais Aleph même, c'est aussi im. C'est quoi im? Si. Ouais. Si, c'est quoi? Si, c'est la marque de l'indécis. Et si on fait ça? Et si on m'aime? Et si on m'aide? Et si on m'encourage? Et si... Alors que l'adulte, il n'y a pas de si. Tu dois le faire, tu le fais. C'est tout. Donc, l'immature, il est dans le si. Comme tu veux. Ou... Donc, si tu ne réalises pas ton potentiel, ton Aleph, ton Tav, il n'est pas apparu, tu restes M. Si tu détruis ton potentiel, je suis rien, je vaux rien, je suis nul, je suis une pourriture, je suis une sale race, tu enlèves le Aleph. Qu'est-ce qui reste? Met, mort. C'est ça la mort. Les gens, ils croient la mort, le cœur s'est arrêté, le cerveau s'est arrêté. Il y a plein de gens dont le cœur s'est arrêté et le cerveau aussi, vous les côtoyez tous les jours, mais ils ne sont pas morts. Non, quand l'intériorité est détruite, quand le potentiel est détruit, parce que tu as été castré mentalement, parce qu'on t'a mis du stress, parce que tu as mal vécu les choses, parce que tu n'arrives pas à supporter le regard de l'autre, donc ton intériorité est détruite, c'est Met, c'est ça Met. Pour ça que la Gemara dit, les Réchaïm sont appelés morts, les imbéciles aussi, d'accord? Les gens qui ont peur, c'est une forme de mort. Donc il y a plein comme ça de définitions de la mort. Mais la Torah, elle veut la vie. Et la vie, encore une fois, la définition de la vie, c'est passer du potentiel au réel. Donc, tu dois connaître ton Aleph, tu dois ambitionner ton Tav, et tu dois passer du Aleph au Tav. Sinon, ça s'appelle en français que tu n'existes pas. Exister, ex, extérieur, isté, être. Ah, à quoi il sert le même? Le même, il est au milieu. Ouais. Et le même, c'est la lettre médiane dans l'alphabet. Sur les 22 lettres, c'est la lettre du milieu. Donc, elle représente l'équilibre. Tu ne peux pas aller du Aleph au Tav, tu ne peux pas aller du potentiel au réel sans l'équilibre. Si tu vois quelqu'un qui fait des sauts de 4000 mètres, quelqu'un qui a un accélérateur de maturité, en 3 jours, il devient mature, en 2 jours, il fait teshuva, en 1 jour, il te dit qu'il t'aime à mourir, ça ne va pas. C'est trop rapide. C'est vrai, parce que le four, il cuit à 180 degrés. Ça met 40 minutes pour faire la tarte.
Tu dis, mais je suis bête, je vais le mettre dans un four à 3000 degrés. Un four pour faire fondre de la fonte, du verre. Il va cuire vachement vite. Le problème, c'est qu'il ne reste plus rien. On a besoin d'une cuisson équilibrée. On a besoin du CP jusqu'à la terminale. On a besoin de ces 10 premières années de mariage. On a besoin de la crise d'adolescence. On a besoin. Ce sont des étapes nécessaires. Quand tu brûles les étapes, tu enlèves le même. Et le même, c'est l'équilibre. Ça veut dire que tout ce que tu fais, ça doit être dans l'équilibre. Tes études, dans l'équilibre. Ta teshuva, dans l'équilibre. Ton évolution personnelle, dans l'équilibre. Tu fais de la musculation, kol hakavod, je suis fier de toi. Ok, ça va prendre 10 ans. Ah non, je suis pressé. Ouais, j'en ai marre. On démarre à 20 kilos. Oui, mais l'autre, il est à 180 kilos développé couché. Oui, 180 kilos, mais ça fait 10 ans qu'il lève. Toi, tu viens d'arriver. Tu fais ça une fois, c'est fini. Tous tes muscles, ils vont exploser. Parce que tu n'es pas adapté. De la même manière, le mec, il est patron de la Banque de France, mais sache qu'il a commencé à la caisse. Doucement, doucement. Il a toutes les étapes nécessaires. Comme les enfants. Les enfants, ben, les petits, on les éduque pas comme les grands. Pourquoi? Parce que les grands, on était tout jeunes, tout neufs, et des fois mal démoulés. Alors quand les grands, ils te disent, oh papa, t'es vachement plus cool avec les petits. Tu dis, oui mon fils, parce que j'ai appris sur le tas. Il dit, c'est qui le tas? Et voilà. Donc, cette nécessité du Aleph même Tav, 1, 40, 400, c'est des étapes. Oui, on a besoin de ça. Donc il faut passer par le même, il faut passer par l'équilibre. Le problème, c'est que le même n'est pas le même pour tout le monde. Vous me suivez ou non? On a chacun son même. C'est que toi, ton rythme existentiel, il n'est pas le même que l'autre. L'autre, il faut 6 mois pour faire une réflexion. L'autre, il fait 19 réflexions en 1 minute. C'est pas qu'il est précipité. Hein. Non, il est rapide. L'autre, il est lent. Ils vont arriver au même résultat, mais la démarche, elle est différente. Et c'est là le problème de la différence. Donc, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il fait que se rencontrent des gens qui ont besoin de grandir avec des gens qui vont les faire grandir. Mais sachez que même la personne qui va te faire grandir, elle-même, elle a besoin de grandir. C'est ça que je vous avais donné l'exemple à l'époque. Il y a la planche de bois, la planche de pain. Elle est tranquille, elle est bien. Bon, on l'a coupée grossièrement. Elle a des bosses, elle a des échardes, elle a des morceaux qui sortent. Ok. Elle est détente au soleil, elle sèche. Ouais. Et elle voit arriver un monstre. C'est qui? La lime. Autant le bois, il est tendre. C'est vrai, avec ton ongle, tu appuies, ça fait une marque. La lime, elle est en acier. Elle est noire. Elle est striée. Elle est agressive. Donc, quand la lime va rencontrer le bois, il va y avoir de la souffrance. Comme toi, tu étais tranquille, tu avais des bons résultats à l'école feuge, tranquille, parce que, bon, d'abord, ta sœur, c'était ta mère, c'était la surveillante générale. Et en plus de ça, c'est que tu avais des facilités. Mais quand tu es rentré en maths sup ou là en médecine, et là, tu peux pas compter sur tes acquis, il faut travailler. Mais j'ai jamais travaillé de ma vie. Alors la lime, elle va faire très mal. Tu vas perdre des morceaux. Oui, c'est pareil. Quand tu réfléchissais pas, c'était facile. Maintenant, tu es dans une relation où tu as besoin de réfléchir, eh ben, vous vous engueulez tout le temps. Pourquoi? Ben, parce que là, il faut grandir avec l'autre, il faut évoluer, il faut se comprendre. Il faut communiquer. Et communiquer, c'est commun, c'est comme un, pour arriver à la communion. Mais comment on va arriver à la communion puisqu'on est deux? Comment on fait un quand on est deux? Voilà, vous avez compris. Qu'en fin de compte, la source de conflit, qui est la différence, c'est la source de la solution. Et c'est ça le problème. Que d'un côté, on est obligé de se confronter, on est obligé de s'ouvrir, on est obligé d'être en confiance, parce que c'est la seule manière de grandir. Sinon, tu t'enfermes dans la sclérose et tu es protégé, mais tu ne grandis pas. Mais d'un autre côté, c'est le fait de s'ouvrir qui fait qu'on est fragile. Vous me suivez? Alors, comment on va faire pour répondre à cette problématique? Parce que grandir, c'est prendre des risques. Grandir, c'est évoluer. Grandir, c'est risquer. C'est pour ça qu'on dit « En sadik ba'aretz ».
Asher Ya'asetov Velo Icheta. Il n'y a pas un tzaddik sur la terre qui a fait du bien et qui n'a pas fauté. Alors c'est intéressant qu'on a choisi le mot tzaddik, parce que tzaddik, ça veut dire juste. D'accord? Et tzedek, c'est la justice. Maintenant, quel est le symbole de la justice? La balance. Pourquoi? Parce que tout le monde sait dans la justice qu'il faut des balances pour faire appliquer la justice. Non, c'est parce que la balance, c'est l'équilibre. Il y a deux plateaux. Là, c'est ce que tu as fait, là, c'est ce que tu mérites. Tu as fait du bien, tu mérites du bien. Tu as fait du mal, tu mérites du mal. Ouais. Là, c'est ce que tu dis, là, c'est ce que tu fais. C'est bien, tu es honnête parce que tu fais ce que tu dis. Là, c'est ce que tu penses, là, c'est ce que tu dis. C'est bien parce que tu es honnête, tu dis ce que tu penses. Ouais. Donc, en vérité, tzaddik, la justice, c'est la cohérence. Ça va? Entre quoi? Entre ton être intérieur, encore une fois, et ton être extérieur, qui sont censés être les mêmes, puisque tu dois être toi-même. Toi-même, le même que toi. Mais vous avez compris, pour que toi, tu exprimes un moi extérieur qui est cohérent avec le moi intérieur, il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est que tu as développé ton moi intérieur, et ensuite que ton moi extérieur, il est équivalent à ton moi intérieur. C'est bon? Maintenant, l'idée, c'est que pour travailler ce moi, on a besoin de l'autre. On a besoin des événements, on a besoin des épreuves, on a besoin du bonheur, on a besoin du malheur. Tout ça, ça va être l'apparition des facettes de notre personnalité. Et ça s'appelle tzaddik. Donc vous avez compris que tzaddik, à part Baba Salé, le Rabbi de Lubavitch, ouais, tzaddik, ça veut dire tzedek. Donc tzaddik, ça veut dire cohérent. C'est pour ça que tout le monde doit être tzaddik. Parce que peut-être tu ne vas pas être une grande tzadékette, peut-être tu ne vas pas être un grand tzaddik, peut-être tu ne vas pas être un rosh yeshiva, mais tu es obligé d'être cohérent. Dès que tu es incohérent, rachat. Le rachat, il est incohérent. Ouais. Il a une kippa noire, mais il couche avec sa copine. Il est bizarre. Ouais. Il mange cachère, sauf pendant les vacances. Genre, il a 2 estomacs, d'accord? Il fait Shabbat, mais le dimanche. C'est plus pratique. Bon. Donc, il est incohérent. Il dit je t'aime et il te trompe. C'est pas grave que tu mentes, c'est pas grave. Mais ne me dis pas je t'aime. Oui, mais tu comprends, espèce de mosaïque, tes qualités à toi, sa poitrine à elle. Donc, essaye de faire un espèce de... Non, tu m'acceptes, tu m'aimes à moi, moi, je t'aime à toi. J'essaye de parler lentement pour que vous compreniez bien. Parce que le mot amour, il ne veut pas dire ce que vous croyez être la vibration, la passion, ce que vous écoutez dans les chansons. Le mot amour, en hébreu, il veut dire un. Parce que Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad. Donc aimer, c'est faire un. Les gens, ils font 2, mais ils s'aiment. En fait, ils cherchent des occasions de s'aimer, d'accord? Mais l'idée, c'est que quand moi, je fais 1 avec toi, alors qu'au départ, on est 2, oui, et la Torah, elle a dit, Ve'a afta, tu aimeras, traduction, tu feras 1. Comment on peut faire 1 alors qu'on est 2? Eh bien, c'est très simple. Ça s'appelle en français la fusion. Ça s'appelle le solutionnement. Ça s'appelle le mélange. Maintenant, de la même manière que quand tu vas t'aimer toi-même, ouais, ça veut dire que tu vas faire 1 avec toi-même, donc tu vas être toi-même. Ouais. Quand tu vas faire 1 avec l'autre, tu vas être lui ou elle-même. D'ailleurs, c'est ce que tu veux. Si tu veux que elle m'aime. Maintenant, c'est quoi l'amour? C'est de faire que l'autre puisse être soi-même. Ça va? Mais encore une fois, ça va dépendre. Est-ce que tu vas aimer l'extérieur, et donc c'est pour toi, ou tu vas aimer l'intérieur de la personne, et c'est pour elle, ou pour lui? Vous me suivez ou là? Alors je sais qu'il y a une très grande tentation, parce que, vous savez, le défaut majeur de la femme, c'est qu'elle est belle.
C'est un défaut. C'est pour ça que 80% des hommes considèrent la femme comme un objet, l'objet du désir. C'est pour ça que la Torah, elle a dit, pendant 15 jours, ta femme, elle est interdite. La femme, elle est nida. Ouais, pourquoi? Pour que tu ne puisses pas la toucher, tu ne peux pas, entre guillemets, l'utiliser pour tes besoins équatoriaux, la partie la plus chaude de la planète, mais tu dois continuer à respecter, à dialoguer, à remercier, à admirer. Comment tu vas faire pour admirer quelqu'un si la raison principale de ton admiration n'est pas accessible à cause de l'interdit? Vous me suivez ou là? Et c'est là que tu définis quelle est ta relation exactement. Alors moi, j'ai pris l'exemple de l'intimité, mais l'intimité du dialogue, c'est la même chose. Si toi, tu m'aimes que quand je suis d'accord avec toi, ça s'appelle pas de l'amour, puisque tu fais un avec toi. Tu dois supporter la différence, tu dois supporter la contradiction, tu dois même supporter la contrariété si tu aimes. C'est compris ou non? Encore une fois, c'est pas l'amour, parce que vous êtes tellement pollué par la société qui vous parle d'amour, que vous n'avez pas le vrai sens. Le vrai sens, d'après la Torah, encore une fois, aimer, c'est faire un. Alors que dans la société, aimer, c'est consommer en communauté. Moi, je t'utilise pour me faire plaisir, toi, tu t'utilises pour te faire plaisir, au niveau physique, au niveau mental. Ouais. C'est pour ça que quand l'autre, il se contredit, enfin, il me contredit, je dis, alors tu m'aimes pas? Alors tu n'es pas d'accord avec moi? Pire encore, il y en a, il m'a dit, ma femme me manque de respect. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle n'accepte pas mon avis. Rappelle-moi ton âge, 14, 15? Non, 41. 41. Oh là là. 21 ans de coma. D'accord? Donc, en vérité, ça va exactement dans le même esprit, puisque le respect, c'est quoi? Le respect, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Vous suivez ou non? Comme vous me respectez, parce que je suis barbu, parce que je suis beau. Non, parce que vous êtes intéressé à ce que j'existe pour vous. Quand je vais exiter ma Torah, vous allez la recevoir. Ça va? Donc le respect, c'est le droit d'exister. Mais si toi, tu penses que quand l'autre, écoute bien, n'est pas d'accord avec toi, te manque de respect, ça veut dire que tu as l'impression que l'autre t'empêche d'exister. Vous me suivez ou non? Mais l'autre, il n'a rien fait, elle n'a rien fait. Elle a juste donné son avis. En fait, elle a juste existé. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu te sens agressé par l'existence de l'autre qui t'empêche d'exister. Donc tu voudrais que l'autre n'existe pas. Une potiche, une statue, un portefeuille, une carte bleue. C'est toi qui vas définir. Vous me suivez ou non? Parce que quand tu vas définir l'amplitude existentielle de la personne, automatiquement, tu vas définir ton amplitude existentielle. Ça veut dire qu'on va confronter, on va échanger, on va dialoguer, attention, on va contrarier. Maintenant, encore une fois, si tu m'aimes, traduction, ton projet c'est de faire un, il n'y a pas de problème. Mais si tu m'aimes dans le sens apprécié, comme tu aimes les pommes, comme tu aimes les fraises, comme tu aimes les framboises, par exemple, tu prends une framboise, ouais, elle est un petit peu acide, mais elle est douce, c'est une framboise. Mais si tu prends une framboise et elle a un goût d'eau de javel, c'est dégueulasse. C'est vrai, non? C'est dégueulasse. Maintenant, toi, le problème, c'est que si tu as anticipé que l'autre, il a un bon goût, parce qu'il va dans ton sens, et c'est en ça qu'il a du goût, ouais. Donc, quand il ne va pas dans ton sens, il est amer. D'ailleurs, tu te sens mal, et tu te sens remis en cause, et tu te sens vexé, et tu te sens agressé. Alors, c'est la différence. Vous me suivez ou non? Ça veut dire qu'il existe l'agression passive. Mais l'agression passive, c'est l'existence de l'autre. Après, on va voir les agressions actives. Les gens qui sont méchants, les gens qui vont dans ta tête, qui vont dans ton cœur,
qui t'utilise, on va voir. Mais déjà, il faut comprendre ça. C'est que, on a dit, En Sadik Baaretz Asher Ya'asetov Velo Yicheta. Il n'existe pas un Sadik sur la terre qui a fait du bien et qui n'a pas fauté. Maintenant, c'est quoi? Pourquoi c'est pas marqué directement, comme tous les Rishaïm, qu'est-ce qu'ils disent? Quand on leur dit, mais pourquoi tu fautes? Ils disent, En Sadik Baaretz Asher Lo Yicheta. Ah, il n'y a pas un Sadik qui n'a pas fauté. Alors si déjà les Tzadikim y font des fautes, Kalva Hamor, les gens qui, comme moi, qui ne sont pas tzaddik, vous avez compris ou non? Mais il n'y a pas écrit ça dans le Passouk. Il faut bien lire le Passouk. Le Passouk, il dit En tzadik baaretz asher ya'aseh tov velo yicheta. Il n'y a pas un tzaddik qui a fait du bien et qui n'a pas fauté. Alors, c'est quoi le bien? On traduit le bien, le joli, le magnifique, le vrai, le pur, le saint. Non, 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 détends-toi. Tov, dans la Torah, ça veut dire complet. Quand un homme et une femme se marient, on dit Mazal Tov. Parce que le Mazal de l'homme est incomplet sans la femme, le Mazal de la femme est incomplet sans l'homme. Donc, dès qu'ils se réunissent les deux, ça fait Tov. Quand Hachem il a terminé la création, il a dit Ve'ine Tov Me'od. Pourquoi? Parce qu'il manquait quelque chose. Quand il l'a créé, il a complété. Qu'est-ce qu'il a créé? Le Yetzerara. Tu dis, comment le Yetzerara, tu peux l'appeler Tov? Parce que le Yetzerara, c'est le moteur. Si tu le maîtrises, il t'emmène au Gan Eden. Si tu le subis, il t'emmène au Gehinnom. C'est le mec qui est mort d'un accident de voiture. En fait, il est mort parce qu'il avait le permis. Tu dis, mais la voiture, ça donne la liberté. Oui, si tu sais conduire. Si tu ne sais pas conduire, tu es mort à cause. Donc en vérité, le bien et le mal, ils se rencontrent. Parce que le bien, ouais, peut-être que c'est du mal qui a été optimisé. Et le mal, peut-être que c'est du bien qui a mal tourné. Comme des gens, il a des qualités. La personne, elle a dit, par exemple, elle est gentille, elle est gentille, elle est gentille, elle est gentille. Bon. Mais elle est pigeon aussi. Eh oui, ça s'appelle les défauts induits par les qualités. C'est vrai, elle a donné sa confiance, elle a donné son cœur. Bon, après, elle a donné son corps. Bon, ça, c'est en option, mais bon, elle s'est dit, puisque les 3/4 sont déjà donnés. Non, 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 non. Je vous ai déjà dit, même si vous n'êtes pas religieux, c'est le garçon qui te dit, écoute, chérie, ça fait un an qu'on se connaît, il serait temps de pouvoir vérifier que tout fonctionne bien. Et il est 4 heures du matin, et il te dit, montre-les-moi. Ça veut dire tes qualités morales. Il dit, j'en peux plus, j'ai trop besoin, je suis un homme, tu dois savoir que je suis un homme. Alors ce que vous faites, vous le regardez bien dans les yeux, et vous lui dites, de la part de Rav Yechiya Ben Shetrit, crève. Crève. Je sais ce que vous allez me dire. Non mais Rav, on n'est pas religieux. Crève. Tu touches ma fille. Crève. Cette année ou cette semaine, si t'es pressé. Eh bien, imaginez-vous, ça fait 30 ans que je donne des conseils, donc à des dizaines de milliers de filles. Jamais une fille, elle est venue me voir pour me dire, eh ben, il est mort. C'est à cause de vous. Non, il meurt pas. Ils meurent pas, ils sont solides, Blainara. Ils meurent pas. Ouais. Mais toi, sache-le, ma fille, si tu craques, c'est toi qui vas mourir. C'est quand tu vas arriver à la choupa et que le rabbin il te dit qu'est-ce que je dis? Je marque Betula? Tu dis ça va être compliqué. J'ai eu quelques expériences. Comment ça, quelques? Donc préservez-vous, c'est bien. Vous serez fiers de vous, vous serez pur, vous serez devant Hachem, magnifique. Et là-bas, si vous allez dire oui, mais on n'est pas très religieux, c'est très répandu, c'est très facile. Tu donnes ton temps, tu portes son cartable, tu l'aides à faire ses devoirs. Mais ton corps, non. Parce que ton corps, c'est ta dignité. C'est ta personne. Surtout si l'autre, il te regarde que comme un corps. Oui, mais on est à 2 mois du mariage. Wallo. Oui, mais on n'est pas très religieuse. Et j'ai besoin de sentir son amour. Oui, toi, tu veux sentir son amour. Lui, il veut sentir autre chose. D'ailleurs, tu le sens. Donc, faites-moi plaisir. Préservez-vous. Ouais. Pourquoi? Parce que le plus important dans la vie, c'est pas d'être heureux. Le plus important,
c'est d'avoir la Shekhinah dans sa maison. C'est la présence divine, même si vous n'êtes pas religieux. Ouais. Et quand la présence divine, elle a besoin de certaines conditions. Elle a besoin du mikvé, elle a besoin de la cacheroute, elle a besoin de la pudeur, elle a besoin du respect, elle a besoin de la bonne volonté, elle a besoin de la sainteté, elle a besoin. Bon, je sais, vous allez me dire, mais on n'est pas concerné par ça, on n'est pas religieux. Mais vous êtes juif quand même, oui, de père et de mère. Alors vous êtes concerné. Ah, j'ai dit, je ne me sens pas concerné. Mais comment tu peux être en même temps concerné et ne pas te sentir concerné? Vous me suivez ou non? Voilà. On ferme la parenthèse, on remonte la braguette et on continue. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que, on a dit, Tov, ça veut dire complet. C'est quoi Yarasé Tov? Qui fait du bien, traduction, qui fait du complet. Comment on fait du complet? En se confrontant avec la réalité. Parce que l'homme, il est chasser, il est manquant. Il devient complet en travaillant. Comme toi, comment tu es passé en deuxième année? Parce que tu as fait la première année. Mais tu as fait la présence de la première année, tu as fait le programme de la première année, tu as fait les partiels de la première année, tu as fait les exercices, les fiches. Donc en fait, tu es devenu une deuxième année pendant la première année. Tu dis non, non, moi je m'assois à la fac, je suis là, je suis bien, je suis inscrit. Bizarrement, tu n'évolues pas. Donc, de la même manière que c'est la confrontation qui te fait évoluer à la fac, c'est la confrontation qui te fait évoluer dans la vie. Maintenant, Hachem, il t'envoie des professeurs. Donc, Tov, c'est quoi? C'est prendre le risque, c'est agir, c'est développer, c'est construire, c'est avoir des projets, c'est se donner les moyens, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est de se réaliser. C'est ça, Asheria Setov. Maintenant, il a dit le pasouk, En Tzadik Ba'aretz. Donc, Tzadik, vous avez compris, ça n'existe pas quelqu'un qui est cohérent et qui fait du bien. Ça veut dire qui prend le risque de devenir Velo Icheta et qui ne fait pas d'erreur. C'est impossible. Vous me suivez ou non? Donc, des gens qui n'existent pas, des gens qui n'investissent pas, des gens qui ne prennent pas de risques, c'est vrai, ils ne font pas d'erreur. Mais celui qui prend des risques, il fait des erreurs. Et si vous allez dire, bah, c'est quand même désolant. D'accord? Parce que l'idéal, ça serait qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, je vais vous dire un secret qui est très, très compris dans la mentalité d'évolution américaine, c'est que les erreurs sont bénéfiques. Les échecs, ça permet de rebondir. En France, c'est l'inverse. Tu t'es planté, t'es nul. Tu as raté l'examen, vaut mieux que tu ailles laver les carreaux. En Amérique, non. Tu as fait 3 dépôts de bilan, c'est pas grave. C'est pas grave. La 4e entreprise, elle va être très très forte parce que tu as appris des 3 dépôts de bilan. Alors qu'en France, ça a fait un dépôt de bilan, on te dit achète un tabouret, une corde et il meurt. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faute, elle fait partie du process d'évolution. J'ai pas dit la vera, j'ai dit la faute. L'erreur, ouais, de tomber. C'est pour ça que c'est marqué que le tzaddik, il tombe 7 fois et il se relève. Ça va? Mais Rav Dessler, il dit, c'est pas 7 fois, c'est 7000 fois, 70 000 fois. C'est-à-dire qu'on tombe et on se relève. Alors, je vous donne une image, c'est le triple saut. Vous avez déjà vu le triple saut, d'accord? C'est un truc, c'est un phénomène. Il y a un gars, il court, il prend 30 mètres d'élan. Il tape par terre, il saute 6 mètres. Essayez de sauter 3 mètres. Il saute 6 mètres. Il retape par terre, des fois avec le même pied, des fois avec l'autre pied, et il ressaute 6 mètres. Et il retape par terre, et il ressaute 6 mètres. Le champion du monde, il saute à peu près 18 mètres. Maintenant, 18 mètres en 3 sauts, c'est un phénomène. Ouais, vous le voyez au ralenti, des fois, il découpe les images. Il prend des centaines d'images, et de profil. Et tu vois le gars en l'air, en fait, il vole. 6 mètres, il vole. Tu dis, bon, Kolakavod, bravo, t'as fait 6 mètres, tu vas s'arrêter. Non, le mec, il tape par terre, il repart. Ça s'appelle en français rebondir. D'accord? La vie, en réalité, c'est pas un saut. La vie, c'est une série de sauts. Mais dans le saut, il y a le moment où tu t'élèves, Kolakavod, bravo, Ezet Sadik, mais il y a le moment où tu redescends. Ça va? Comme on dit, Yesh
Zman aliyah, yes, zman yirida. Il y a des moments où tu montes, il y a des moments où tu descends. Des fois, tu as le moral, des fois, tu l'as moins. Ouais. Des fois, tu as envie d'arracher le monde et des fois, tu as envie de rester au lit en pleurs. Ça s'appelle la vie. Il y a des hauts et des bas. Mais ce qui compte, c'est que tu rebondis. Ouais. Rebondir, ça veut dire, allez, j'ai compris, j'avance. J'ai pris conscience, j'avance. Mais si toi, tu restes au moment de l'arrêt, au moment du rebond, tu t'installes, ça s'appelle souffrance, culpabilité, dépression, autodestruction, autodévaluation. Ouais, t'es foutu. Faut rebondir. Maintenant, venez, on fait le calcul. Le gars, il a sauté 18 mètres en 3 sauts. Combien de temps il a duré chaque rebond? Le saut en entier, il a duré 3 secondes. Et encore, c'est beaucoup 3 secondes. Ouais. Combien de temps il est resté par terre? Tac, tac. Il est reparti. Voilà, en français, on appelle ça la capacité à rebondir. Rebondir. Combien de temps ça prend? Écoute bien. Écoute bien. Prise de conscience, réactivité. J'ai compris, j'avance. J'ai compris, j'avance. J'ai compris, j'avance. Si tu mets longtemps à comprendre, tu vas rester sur place. Si tu mets longtemps à réagir, tu vas rester sur place. T'es foutu. La vie, c'est pas un triple saut, c'est des milliers de sauts. On court, on saute, on court, on saute, on court, on saute. Tu vas d'une étape à l'autre, tu vas d'un niveau à l'autre, tu vas d'une page de Guémara à l'autre, tu vas d'une Mida à l'autre, tu vas d'un niveau de maturité dans ton couple à l'autre. On passe notre vie à passer d'un niveau à l'autre. Ça va? Et ça s'appelle En Sadik Ba'aretz. Asheria Seto Velo Icheta. Lo Icheta, ça veut dire il y aura des erreurs, il y aura des échecs, il y aura des redoublements, il y aura des contrariétés. Dans le couple, il y aura des bons moments, il y aura des mauvais moments, il y aura de l'orgueil, il y aura de la gaminerie, il y aura de la lourdeur. Ouais. Tu dis oui, mais heureusement qu'on s'aime. Écoutez-moi, l'amour, je répète, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, c'est pas la vibration à l'intérieur, c'est pas la passion. Non, l'amour, c'est l'intense décision de faire un. Maintenant, l'intense décision de faire un, elle permet de passer ces moments-là là, où ça va moins bien, ouais, et sur le moyen terme, elle crée la vibration qu'on appelle dans la rue vulgairement l'amour. Mais oui, pourquoi? Parce que si moi, je t'aime, mais que je ne fais pas un avec toi, parce qu'à chaque fois que tu me contredis, je t'aime plus. Donc en fait, je t'aime pas, c'est que je m'aime à moi. Mais si moi, j'arrive à t'aimer malgré la contradiction, c'est que j'ai dépassé mon ego. Or, je vous rappelle cette phrase de la pensée Ben Shetrital, pour créer un amour commun, il faut éliminer 2 amours propres. T'es prêt à mourir? Tu dis, mais j'ai pas envie, moi, je vais pas m'annihiler. Mais dans tous les domaines, tu veux faire un avec Dieu, baisse ta tête. Tu veux devenir médecin, t'es pas médecin. Il va falloir que tu tues 6 ans de ta vie pour devenir médecin. Toi, tu veux apprendre de ce mentor. Eh ben, faut que tu acceptes que lui, il a raison et que toi, tu as tort. Et si c'est faux? Et si j'ai raison? Ok, mais toi, tu veux changer, tu veux grandir. Baisse ta tête. C'est-à-dire qu'en vérité, pour vivre, il faut être prêt à mourir. Si veux ou non. Tu veux que tes enfants, ils existent. Il va falloir que tu tues ta volonté qu'ils deviennent ce que tu n'es pas devenu ou qu'ils deviennent ce que toi, tu veux qu'ils deviennent. C'est très dur. Tu es prêt à mourir? Si tu dis, écoute, je suis très déçu parce qu'il a choisi la compta alors que je voulais qu'il soit médecin, ça veut dire que tu as fait un enfant pour toi. Mais si tu dis, je suis très fier de lui et je l'accompagne dans tous ses choix, ça fait que tu as fait un enfant pour lui. Vous comprenez la différence ou non? Voilà. Maintenant, moi, de vous à moi, vous allez me dire, oui, mais Rav, on n'est pas vraiment en âge de parler de l'enfant. Alors, premièrement, je vous dis tout de suite que c'est 20 ans avant la naissance du petit qu'il faut se préparer. C'est pas 20 ans après qu'il est né. Parce que là, c'est trop tard. Premièrement. Et deuxièmement, moi, je vous donne des exemples de conjoints, des exemples d'enfants. Mais c'est toujours sur le même principe. C'est que, en fait, avant d'éduquer l'enfant qui est devant moi, je dois éduquer l'enfant qui est en moi. Et l'enfant qui est en moi, Audon Kolo, le début du cours, c'est mon potentiel.
Quand je le réalise, il devient l'adulte. Donc, je passe de l'enfant à l'adulte en moi. Maintenant, quand moi, j'ai trouvé le chemin du labyrinthe pour devenir adulte, peut-être que je peux aider l'enfant à devenir adulte. Et si moi, ça m'a pris 15 ans, peut-être que je peux comprendre que l'autre aussi, ça va lui prendre du temps. Donc, quand moi, je m'énerve que l'autre ne va pas au même rythme que moi, c'est parce que, encore une fois, je refuse de comprendre que la différence de l'autre est une opportunité. Donc, je le prends comme une agression. Et voilà, je suis contrarié. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, malgré qu'ils sont juifs de naissance, qui se convertissent au bouddhisme. Vous connaissez le bouddhisme? C'est des gens qui font la gueule. Ils boudent. Ils boudent. Et ils parlent que du passé. D'ailleurs, on le dit, le Bouddha. Ils s'assoient par terre, ils s'entêtent, ils se braquent, ils perdent les cheveux à cause des nerfs, ils grossissent à cause de rien foutre, et ils sont assis par terre, les jambes croisées, en train de faire la gueule. Ça s'appelle le bouddhisme. Il y en a qui boudent toute leur vie. Ça s'appelle des jusque bouddhisme. Non, Rabotai, c'est comme, vous êtes comme mes enfants. On va tous mourir. Donc, arrêtez de perdre votre temps à faire la gueule. Arrêtez de vous monter des cathédrales de souffrance. Arrêtez de monter des dossiers justificatifs d'échec. Arrêtez de jouer le ballon, jouer le match. Allez, va, rentre dans la réalité, va te battre, va réussir. Je sais que ce que vous allez me dire, ouais, mais tout ça, c'est de la théorie. Mais je vous rappelle que la pratique, je ne peux pas la faire pour vous. Tellement vous êtes flemmard, vous voulez que je fasse les deux. Premièrement. Et deuxièmement, j'étais à Milan hier soir. J'ai terminé le cours. Mais vous, je vous le dis au milieu parce que j'ai peur d'oublier. Je vous donne un exercice. Cet exercice, il va vous prendre 10 ans. Si vous le faites vraiment à 100%. Ouais. C'est d'apprendre à dire oui, mais sans dire mais. Ça a l'air simple. Hein. Tu dis oui. On te donne une réponse, tu dis oui. Tu vois une réalité, tu dis oui. On te fait une proposition, tu dis oui. Maintenant, on te demande de changer, tu dis oui. Tu dis oui. Mais c'est quoi l'Yetzirara? Mais, c'est pas évident. C'est difficile. Vous la connaissez pas. Mes parents, ils sont durs. La conjoncture, elle est mauvaise. Arrête avec tes mais, l'article mais. C'est le ministre de l'intégration qui nous oblige à dire des mots en arabe pour préparer la France de demain. D'accord. Donc, vous comprenez ce que je dis ou non? Maintenant, là, ce que je vous ai dit maintenant, d'être capable de dire le oui sans dire le mais, si aujourd'hui, là, vous êtes là, devant moi, ouais, vous dites, ok, Rav, je vous fais confiance, je prends sur moi, je vais travailler. Écoutez bien, ça prend 10 ans. À plein temps. Parce que tu vois les gens, 20 ans de mariage, mais c'est pas évident, mais Rav, c'est dur, mais le psy, il est spécial, mais l'école, elle n'a pas accepté, mais... Tu sais ce que c'est? Oui. Oui, ça veut dire je me lance dans le marathon de New York. Tu sais ce que c'est? Mais je m'ampute des deux jambes. Et bizarrement, je ne comprends pas pourquoi je n'avance pas. Ça s'appelle en français être entier dans ses choix. Et entier, c'est complet. Et complet, c'est tov. Maintenant, il y aura des obstacles. Il y aura des écueils. Il y aura des agressions. Il y aura des fous. Il y aura des folles. Mais toi, tu vas avancer ou non? Non, mais je suis en train de vous expliquer. Mais toi, tu veux avancer ou non? Oui, mais tu veux réussir ou non? Oui. Bon, le doyen, il est fou. Ton prof, il t'aime pas. Les quotas, ils ont changé au niveau des acceptations. Le concours, il est dur. Ok. Mais toi, tu veux réussir? La vérité, si on me donne une bonne raison de rater, ça me ferait plaisir. C'est ça que tu dis inconsciemment quand tu dis mais. Mais si tu dis je m'en fous des circonstances, je m'en contre-tape. Le petit, il est malade, je vais le sauver. Il est un peu lent d'esprit, je vais lui donner des cours en plus. Moi-même, je suis bourré de complexes, je vais me battre. J'arrive pas à m'exprimer en public, ben, va faire un an au cours Florent, ça va t'aider. Vous avez compris ou non? Mais tu te bats. Tu trouves des moyens. Tu fais des systèmes. Oui, mais j'ai des peurs depuis que je suis petite.
Va faire de l'hypnose. Fais une thérapie. Ça veut dire que la seule manière de prouver que tu es conscient de la dette, c'est quand tu te donnes les moyens de le rembourser. Mais quand tu dis mais, hop, tu sors du train, tu sors de la voiture. Donc comment t'espères arriver à Dakar si au Paris-Dakar, à Paris, tu es sorti de la voiture? Maintenant, qui c'est qui va te faire sortir de la voiture? Les gens qui te contredisent, les gens qui t'attaquent, les gens qui te polluent, les gens toxiques. Vous me suivez ou non? Mais seulement encore une fois, étant donné que d'un côté, on te dit que le sage, c'est celui qui apprend de tous. Et d'un autre côté, la source du plus grand échec, la source du plus grand obstacle, c'est l'autre. Donc comment on fait alors? Je ne peux pas grandir sans l'autre, et c'est l'autre qui m'empêche de grandir. Donc vous allez être obligé d'apprendre à distinguer les gens qui vous font grandir et les gens qui vous détruisent. Voilà, voilà. Vous me suivez ou non? Mais pour ça, il faut avoir quelque chose à défendre. Il faut avoir à l'intérieur une personne de valeur. Il faut un diamant. Mais si toi, tu n'as construit personne dedans, si tu n'as pas même la valeur de ton potentiel, si tu n'as pas compris que tu es un Ben Israël, tu es une Bat Israël, tu es la fierté de ce monde, ouais, donc automatiquement, c'est ton manque de valorisation personnelle qui va faire que quand il va arriver l'agresseur, il va pouvoir rentrer. Vous me suivez ou non? Parce qu'il faut savoir une chose, que c'est vrai que l'existence du bourreau, quelque part, elle prouve l'existence de la victime. Vous me suivez ou non? Donc quand je suis victime, c'est qu'il y a un bourreau. D'accord? Alors je vous donne aussi un principe de pensée benchetrital. Avant d'être victime du bourreau qui est devant toi, tu es déjà bourreau, victime du bourreau en toi qui est le relais des agressions du bourreau qui est devant toi. Vous voulez que je la refasse ou... Il y a le bourreau en face de toi et il y a toi. Donc toi tu dis victime, bourreau, bourreau, victime. Mais le bourreau, il ne peut te toucher que parce qu'il y a un bourreau en toi qui fait partie de toi, qui est le relais des agressions du bourreau qui est devant toi. On appelle ça prendre à cœur. Des fois, tu dis, oui, mais c'est normal, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon grand frère. Ok, c'est mon patron, c'est mon professeur. Donc, je me suis obligé de me mettre en situation d'insécurité pour pouvoir recevoir l'enseignement. Mais de l'autre côté, l'autre, il est fou, alors je vais souffrir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire un double travail. Un travail de construction personnelle, de solidification personnelle, de valorisation personnelle, que tu sois en béton, que tu sois du tungstène, ouais, mais en même temps que tu sois assez malléable pour pouvoir évoluer. Donc si tu n'es pas construit, c'est pas parce que l'autre il est méchant que tu es déstabilisé, c'est parce que tu n'es pas construit. C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque, cette phrase aussi de Benchetrit, je sais, ce soir c'était très Benchetrit. Écoutez bien, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Il y a des agressions, il y a des fous, il y a des méchants, il y a des tordus, ok. Comme il y a de la pluie, comme il y a du vent, comme il y a du tonnerre, ok. Mais pourquoi ça rentre chez toi? Je dis, ben, je viens de vous dire, j'ai rencontré un fou. Mais pourquoi ça rentre chez toi? Oui, mais il faut voir les remarques qu'elle me fait. Mais pourquoi ça rentre chez toi? Oui, mais elle me casse perpétuellement. Oui, mais pourquoi ça rentre chez toi? C'est pas parce qu'il y a des gens énervants que tu dois être énervé. Mais justement, je vous explique que je m'énerve parce que des gens m'énervent. Mais comment l'autre, de l'extérieur, il peut rentrer dans ton système nerveux? Alors c'est très simple, c'est une loi physique. Vous prenez une batte de baseball, vous tapez dans un rocher. La batte de baseball, elle ne va pas casser le rocher. Par contre, toi, tu vas te casser le poignet. Parce qu'en l'onde de choc, elle rebondit sur le rocher qui est plein et elle repart. Et en repartant, elle te casse le poignet. Par contre, tu tapes dans un vase. Le vase, il est vide.
Donc l'onde de choc, elle rentre à l'intérieur. Pour ressortir, elle casse le vase. Et toi, ton poignet, il est bien. Donc, pourquoi est-ce que l'onde de choc, elle est rentrée? Parce qu'il y avait du vide à l'intérieur. Vide de quoi, hein? Vide de toi. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que je suis très concis. Et là, ce soir, je me force à parler doucement parce que les gens me disent, ah, vous allez trop vite. J'ai tellement de choses à vous dire. Comment je vais faire pour vous faire rattraper 21 ans? C'est compliqué. C'est pas grave. C'est pour ça que les gens intelligents, ce soir, ils vont laisser passer. Demain, après-demain, ils vont prendre le cours sur YouTube. Ouais. Après, ils vont l'enregistrer. Vous pouvez l'enregistrer, c'est gratuit. Et après, vous allez entièrement le mettre par écrit, mot à mot. Et après, vous allez le découper en 12 séquences, en mettre en application une séquence par mois. Et quand vous allez mettre en application, ça veut dire que vous allez mesurer la distance entre vous et ce que je dis dans chaque étape. Et la distance entre ce que je dis et vous, elle va vous donner le relief de vos plus et de vos moins, ce qui fait que vous allez avoir un portrait robot de votre intériorité, et en même temps, vous aurez les outils pour travailler, pour passer à l'étape d'après. Donc ça veut dire que moi, pour moi, hein, sans aucune fausse modestie, ce cours-là, si vous voulez intégrer, 1 an. C'est pour ça que là, j'adore quand les gens me disent « Ah, c'est quoi le thème ?» Je sais pourquoi tu l'as déjà écouté. Ne le prenez pas mal. Hein. J'ai aucun, encore une fois, j'ai aucun a priori de supériorité sur vous. Mais moi, les cours, j'assiste à tous. Est-ce que vous comprenez? J'assiste à tous mes cours. Vous allez dire, bah, vous êtes bien obligé. Écoute, Calimero, quand je vous dis que j'assiste, ça veut dire que je refais le cours. Je réfléchis le cours, je me remesure avec le cours et j'évolue avec le cours. Donc imagine 35 ans. Toi, c'est la première fois que tu l'entends. Moi, ça fait 35 ans. C'est pour ça que c'est tellement concis, c'est tellement précis, c'est tellement concentré. Mais des fois, la concentration, elle fait perdre la masse. C'est sûr, quand tu vois un train qui passe devant toi, tu ne peux pas compter les atomes. Mais si tu t'arrêtes, tu dis stop, on va faire des tranches et on va utiliser chaque étape. Ouais, mais moi, les psys me disent, ils me disent rien, mais dans un cours, il y a 10 ans de thérapie. T'es un malade, tu nous fais au chômage. Mais encore une fois, vous pouvez continuer à attendre la prochaine blague. Tiens, ce soir, il n'était pas très marrant. Bon, et puis je suis venu pour la cam, il n'y a pas ce qu'il faut. Donc, tu peux, c'est possible, tout est possible. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'Hachem, il nous fait une proposition qui s'appelle la vie, de la manière, moi, je vous fais une proposition qui s'appelle le cours. Après, le degré d'enseignement, le degré d'évolution et le degré de maturité que vous aurez par rapport au cours, c'est exactement inversement proportionnel au degré de pénétration de l'agression. Donc, moi, je vous donne des outils pour être entier. Quand vous êtes entier, les agressions, c'est vous qui allez mesurer l'impact. Mais si vous n'êtes pas construit, les agressions, elles vont rentrer, elles vont tout casser. Voilà, voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est une épreuve. Demain, c'est un conjoint. Après-demain, c'est un enfant. Après-demain, c'est un patron. Maintenant, évidemment, il y a le prud'homme, tu peux l'attaquer pour harcèlement, tu peux, mais tu te poseras toujours la question. Pourquoi les tigres, malgré leur puissance, n'attaquent pas les femelles rhinocéros? Parce que le lion, le tigre, il fait 2 mètres. Ouais. Il pèse 250 kilos. À chaque bouchée, il enlève 10 kilos de viande. Et pourtant, quand la femelle rhinocéros, elle est à côté de ses petits, le tigre, il se barre. Parce qu'il sait que dans la colère, elle va l'éventrer avec la corne de devant. Donc vous décidez, ou vous êtes des brebis accrochées à un arbre qui attendent d'être dévorées, ou vous êtes des femelles rhinocéros, des battants, des patrons, des tzadikim, des comètes. Il faut décider. C'est tout. Maintenant, quand tu as décidé, il faut se donner les moyens. Donc la décision, elle prend 1 seconde. Les moyens, ils prennent 10 ans.
Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Il en faut des consommateurs, des concernés, des convaincus, des contribuables. Vous trouverez le facteur commun. Ouais. Ou non, tu dis non, je ne veux pas être un CON. Or, de la même manière que quand tu as une dette, la seule preuve de ton honnêteté, c'est que tu donnes les moyens de la rembourser. De la même manière, le jour où tu comprendras que tu as une dette envers Hachem parce qu'il t'a donné la vie, que tu as une dette envers ton conjoint parce qu'elle t'a donné sa confiance, que tu as une dette envers tes enfants parce que tu es censé être un repère, père, repère, ouais, et ben c'est la conscience de la dette qui permet d'accéder aux moyens. Comme ça, il dira French Shmulevitz. Celui qui ne trouve pas l'argent pour rembourser, c'est qu'en fait, il a pas vraiment pris la responsabilité du remboursement. Donc celui qui se permet de se prendre la tête et de s'engueuler pendant 15 ans avec sa femme parce qu'elle n'est pas d'accord, parce qu'on n'est pas truc, parce qu'on n'a pas le même niveau de religion, c'est parce qu'il n'a pas pris conscience que quand il a dit « Areat mekudeshet-li », ça veut dire « je te rendrai heureuse, quelles que soient les circonstances ». Comme si eux, non. Tu n'as pas la dette. La dette, elle est bonne parce qu'elle engage. Vous me suivez ou non? Les gens, ils ne veulent pas de dette. Du coup, ils ne s'engagent pas. Comme les gens ils disent, vous savez, je ne veux pas t'échouva parce que j'ai peur ici, je retombe. Mais déjà, tu es en bas, Yabrel. Comment tu vas tomber plus bas? Ou il dit, je préfère ne pas emprunter, ne pas rembourser. Je préfère ne pas faire un éder et après, parce que faire un éder et après ne pas appliquer le néder. Mais le néder, c'est une promesse. Le néder, c'est un challenge, c'est un défi. La mitzvah, c'est un défi. La vie, c'est un défi. Toute la vie, c'est des défis. D'ailleurs, il y a des filles et des garçons, d'accord? Maintenant, toi, quand tu prends le risque de rater, tu prends le risque de réussir. C'est pour ça que les placements à risque à la banque rapportent beaucoup que les placements qui sont garantis. Si tu avais un peu d'argent, tu vas à la caisse d'épargne, tu achètes un livret A, ça s'appelle livret A, parce que quand tu vois ce que tu as gagné à la fin de l'année, tu dis A. Au début, ça s'appelait livret Khlet. Quoi? 22 000 euros d'immobilisé pendant un an et j'ai gagné 72 euros. Mais achète des patates, un caddie et vends des frites dehors. Tu vas les faire par jour, les 1000 euros. Vous avez compris ou non? Oui, mais c'est risqué. Tout est risqué. Même notre intelligence, c'est risqué. Même d'être heureux, c'est risqué. D'être marié, c'est risqué. Même de faire des enfants, c'est risqué. Mais c'est un placement qui rapporte parce qu'il est à risque. Pourquoi? Parce que le risque, en tout cas la prise de risque, c'est l'expression de la maturité. Alors que la fuite du risque, c'est l'expression de l'immaturité. Alors, Rabotaï, à quoi l'a servi cette vie si tu n'as pas pris le risque de devenir toi-même? Si tu n'as pas pris le risque de devenir un tzaddik, si tu n'as pas pris le risque de devenir une tzadikette, si tu n'as pas pris le risque de devenir quelqu'un de bien, alors à quoi ça servait? Genre, j'ai une vie pas risquée. Ouais, mais je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on va faire les élections de Miskin, il y aura des candidats. Donc ne soyez pas Miskin. Ouais. On n'est pas obligé d'être tous religieux. Mais il est interdit d'être débile. Assourd d'être khamar. Assourd de ne pas avoir d'ambition. Maintenant, si ton ambition, c'est de finir la saga sur Netflix, c'est chaval. Si ton ambition, c'est de trouver un shit qui te fait planer plus que celui de la veille, c'est dommage. Si ton ambition, c'est de manger 4 pizzas blinéder, c'est dommage. Parce qu'en fin de compte, tu deviens un orifice qui remplit des toilettes. C'était ça le projet. Après, tu t'étonnes que tu te fais chier dans ta vie. Un bota, il faut de l'ambition. Il faut de l'ambition. Ouais. L'ambition, c'est le moteur. Or, l'ambition, c'est quoi? C'est d'atteindre le tov. Le tov, c'est complet. Mais encore une fois, quand tu rentres dans la situation, que tu te confrontes, automatiquement, il y a des gens qui n'ont pas la même longueur d'onde que toi. Donc, ils vont se sentir agressés
par tes tentatives d'existence. Donc ils vont être jaloux, ou ils vont être mal à l'aise, ou ils vont penser que ça s'adresse à eux, ou que ça les détruit à eux, alors que toi, tu n'as rien fait d'autre que d'exister. Vous allez dire, oui, mais d'un autre côté, c'est compliqué. Parce que si le projet, c'est d'aimer, et que aimer, c'est coexister, ouais, pour exister, pour coexister, il faut exister. Alors, je te dis le secret. Le secret, c'est qu'en fait, tu dois avoir un projet premier d'exister. C'est ton projet premier. Il y a un deuxième projet, ouais, qui s'appelle de coexister. Il y a un troisième projet qui s'appelle de faire exister. Il y a un quatrième projet qui s'appelle d'accompagner l'existence. Mais tu ne peux pas commencer par la fin. C'est-à-dire que si tu n'existes pas, n'essaye pas de faire exister les autres. Ça s'appelle Mère Teresa, c'est très dangereux. Ouais. N'essaye pas de faire tes chouvas au gars qui a 17 mois de juin dans son calendrier. Tu dis, mais moi j'ai fait du séminaire, je vais le ramener à la Torah. Non, c'est lui qui va t'emmener au Guéhinam. Il y a des gens, des rabbinim spécialisés, il va s'occuper de lui. Et toi tu dis, bah oui, mais moi, mais je sens que c'est mon âme sœur et ta sœur. Et ben tu vas attendre qu'il évolue, tu vas attendre qu'il soit un gars bien, et vas-y. Tu dis, non, je le prends maintenant et moi je vais l'aider. Mais t'as pas compris. Quand tu vas le soutenir, tu as déjà vu un mec assis dans une chaise roulante qui fait de la rééducation? S'il y a quelqu'un qui pousse, pourquoi il va le faire? Alors que quand tu lui appliques cette bracha extraordinaire qui s'appelle Debrasek, débrouille-toi. Parce que moi, ils viennent chez moi, même des gens pas mariés. Pyramide Chétri, vous comprenez, on s'en prend la tête sur ça. Attends. Oui, mais elle est trop religieuse. Oui, mais moi, j'ai besoin de faire ça à mon rythme. Alors elle dit, oui, mais mes parents, mon père, il est rave. Comment je vais faire avec un mec qui prend des lardons avec la pizza? Je dis, mais j'ai une question, mademoiselle. Comment ça se fait que vous avez été chercher ce garçon? Ouais. Elle me dit, ouais, mais les religieux, ils sont trop carrés, ils sont trop trucs, ils sont tristes. Lui, il est marrant, il est sympathique, il fait de l'impro. Ok. Mais il a d'autres besoins qu'il va falloir payer en nature. Comment vous vous sentez dans le rôle du shawarma? D'accord? J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu as été prendre une religieuse? Ouais, mais Rav, moi, vous savez, j'étais un élève de Rabbi David. Rabbi David Guetta, le Rav de Ibiza. C'est un Hazan, il est très connu. Et j'étais dans tous ces séminaires, toutes ces soirées. Et qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on a fumé. Et je sais, il y en a qui s'extasient, mais... Et toutes les meufs, et tout ce qu'on a fait, tout ce que... Mais maintenant, je veux une fille sérieuse, je veux une fille de famille, je dis, mais il faut que tu sois au niveau. Vous comprenez ou non? Parce que il faut savoir, n'écoutez pas vous. Vous savez que les garçons, ils pensent béhémeth qu'il y a des filles pour s'amuser, des filles pour se marier. Vous êtes au courant ou non? Vous devriez quand même vous poser la question dans quelle catégorie vous êtes. Hein? Bah oui, parce qu'il y a les épousables et les jetables. Ça s'appelle Had Parmi. Ou un coup d'un soir. Ouais. Et toi, tu dis, je peux pas. Je suis un diamant. T'as déjà vu un mec qui rentre chez Boucheron? Il dit, vous auriez pas un truc pointu? C'est parce qu'il me reste un bout de salade. Il dit, mais on est chez Boucheron, monsieur. Oui, mais il faut un truc un peu gros quand même et un peu pointu. Ça, par exemple. Ça, monsieur, 232 000 €. 21 carats. Ah non, un cure-dent. Alors, tu vas chez le Paki, là. Ah, vous me tutoyez? Ouais, c'est normal, t'as pas de cerveau. Donc, tu vas chez le Paki, tu demandes des cure-dents. Tu peux en prendre 100. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu sais quoi, je te les offre. L'autre, c'est pas un cure-dent. C'est une personne. Mais encore une fois, tu sais pourquoi tu considères l'autre pas comme une personne? Parce que toi-même, tu ne te considères pas comme une personne. C'est que toutes les avérotes, toutes les bêtises qu'on fait, et tout ce qu'on subit, ça vient du fait qu'on n'a pas la valeur personnelle. Parce que si toi, tu es un diamant, ouais, si toi, encore une fois, tu es une Bat Israël, tu es un Ben Israël, si toi, tu es intelligent, si toi, tu as un projet, si toi, tu vas aller loin dans ta vie, si tu vois ta famille dans l'équilibre, dans la pureté, dans la kedusha, tu vois dans le dialogue, dans la communion, mais Baba, tu ne peux pas partir de la khara et arriver à là. C'est impossible. Tu dis pourquoi pas?
Mais c'est pour ça qu'on a inventé Cendrillon, Blanche-Neige. C'est fait pour ça, c'est pour faire rêver les hmarotes. Donc l'autre, elle est jetée à la cave en train de faire la vaisselle. Il arrive l'autre, le chevalier blanc, le prince charmant. Elle dormait. C'est normal il a fallu l'embrasser. Elle dormait. Alors si Dieu veut, toi aussi, tu vas te réveiller. Tu vas arrêter de rêver en écoutant des chansons. Tu vas dire, je veux un garçon super. Il faut que je devienne super. Je veux un garçon équilibré. Il faut que je sois équilibré. Je veux une fille de sadéquette. Il faut que je sois de sadique. Non, pas forcément. Tu sais, des fois, Dieu, il fait des trucs bizarres. Oui. Ah, tu confonds avec Arthur. C'est pas la même religion. Ouais. En Bretagne, c'est pas shoot. Vous savez, une fois, il est venu chez moi. Il m'a dit, Ramed Chétrit, voilà. Je suis fiancé depuis 3 ans. Ils ont une capacité de longévité incroyable dans les hésitations. Il m'a dit, écoutez, je vais casser le mariage. Je vais annuler le mariage. Je dis pourquoi? Il me dit, parce que ma copine, on a été à une bar mitzvah. Elle est venue déjà habillée hyper court. C'est une collection qui s'appelle Ficelle. Donc on voyait tout. Elle est montée sur la table, elle s'est mise à danser comme une folle. Elle a remué de partout. Elle dit, bah, c'est un manque de pudeur. Je dis, ok. Je dis, excuse-moi, j'ai juste une question. Toi, t'es Shomer Shabbat? Il me dit, non. Chazvé Shalom. Ben, je dis, alors vous êtes pareil. Sauf que toi, c'est dans le Shabbat et elle, c'est dans la pudeur. Donc elle, son Yetzirara, c'est de se montrer. Et toi, ton Yetzirara, c'est d'aller jouer au tennis samedi après-midi. Donc vous êtes le même niveau, mais pas dans le même domaine. Maintenant, pour comprendre que l'autre, il est au même niveau que toi, il faut que tu te connaisses. Vous savez ou non? Si toi, tu te surprends à essayer de manipuler, ben ça veut dire que l'autre est manipulable, et toi, que tu es manipulé par ton Satan. Maintenant, pour que toi, tu sois manipulé par ton Satan, il faut que tu sois absent de toi, puisque tu n'as pas le recul sur toi-même pour que l'adulte qui est en toi, il s'occupe de l'enfant qui est en toi. Donc, en fait, tu es immature. Toute la vie, c'est comme ça. Ça veut dire qu'en fait, on passe dans toute notre vie à faire des choix, à dépasser des limites, à grandir, à être mitgaber, à devenir des adultes, ce que nous on appelle des tzadikim. Ouais. Comment? En surmontant l'épreuve. Or, l'épreuve, c'est quoi? C'est la proposition du Yetzirara. Maintenant, encore une fois, que tu l'appelles Yetzirara, que tu l'appelles névrose, que tu l'appelles opportunité de se planter, que capacité à s'enfoncer, de la tentation du mensonge, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais encore une fois, on ne peut pas grandir si on n'a pas l'occasion de se planter. Donc, tu auras toujours l'occasion de se planter. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu justifies le fait que tu te plantes parce que tu as eu l'occasion de te planter. Mais tu sais pourquoi? À cause du oui, mais. Parce que si tu avais dit, oui, je grandis, oui, mais l'autre, il me propose d'être petit. Tu vois, quand tu as dit, oui, l'autre, il me propose d'être petit, tu as fait mais. Donc, ça a cassé ton élan d'être grand. Oui, je sais que la vérité, c'est important, mais des fois, avec le mensonge, on gagne du temps. Donc, ta vie, elle est fondée sur le mensonge. Oui, je sais que l'argent pas cachère, il amène que des problèmes. Mais d'un autre côté, l'autre, il prend 2700 € par mois, l'autre, il prend 2700 € par jour. Attends, ça se compare pas. Mais c'est ça le piège, Baba. Rappelez-vous que la souris, elle voit le fromage. Elle dit, mais attends, c'est Minacha Maïm. Avant que le clapet lui coupe la gueule. C'est compris ou non? Mais il y a le fromage, il est là. Donc vous vous dites, attends, la fille, elle est magnifique, en plus elle est très simple, elle est très ouverte d'esprit d'ailleurs, et elle me fait des clins d'œil. Comment je vais rater cette occasion? Mais jeune jbeb, ta mère, elle a pleuré sur toi pour t'avoir pendant 8 ans, ton père, il a fait des taragnottes pour que tu naisses, ils t'ont conçu dans la Kedusha, et toi, tu vas aller tremper ton pinceau dans un pot de peinture sous prétexte qu'il est joli. Tu crois que c'est la Vera? Non. C'est ton manque d'ambition. C'est ton manque de valeur. C'est pour ça que tu es obligé de devenir quelqu'un de bien. Et ça s'appelle en hébreu Asetov, fais le bien. Et bien, on a dit que c'est complet. Mais en même temps, Sourmera, écarte-toi du mal. Maintenant, c'est quoi le mal? Il dit le Maharal, Davar Shen Botachlit. Une chose qui n'a pas de finalité, qui n'a pas de sens.
Maintenant, si toi, tu te surprends à faire des choses, à dire des choses, à penser des choses, que tu sais qu'elles ne te rapportent rien, qu'elles vont t'amener des problèmes, et que tu sais qu'elles ne te servent à rien, mais que tu les fais quand même parce que c'est plus fort que toi, ça s'appelle du mal. Mais s'il y a des choses qui sont dures, qui sont pas faciles, qui vont te prendre des années, que des fois il faut te remettre en cause, il faut casser tes nerfs, il faut casser ton orgueil, et ça fait mal au ventre, mais tu sens que tu grandis, c'est du bien. Pourquoi? Parce que tu sens que tu as grandi quand tu l'as fait. Donc c'est exactement pareil. Tu vas rencontrer des gens, encore une fois, qui sont méchants, qui sont toxiques. Alors première chose, tu vérifies, est-ce que ton système de protection est au point? Est-ce que tes murailles de protection sont au point? Est-ce que tu es plein à l'intérieur? Est-ce que tu es pleine? Est-ce que tu es clair? Est-ce que tu te respectes? Si tu n'es pas en niveau, va-t'en, tout de suite. Tu dis non, je vais le faire, c'est pas grave, je vais pas me laisser faire. Tu vas sortir abîmé. Va-t'en, évite le conflit, évite la rencontre, parce que tu vas sortir détruit, peut-être détruite. Ouais. Mais si tu es construit, tu as fait ce travail, ouais. Et normalement, Akadosh Baruch Hu, il est gentil, parce qu'il t'envoie toujours l'épreuve qui est adaptée à ta personne. Donc ça veut dire que même quand tu rencontres quelqu'un de méchant, ouais, pourquoi le méchant, il est méchant? Parce que le gentil, il est gentil. Ça veut dire que la force du fort, c'est souvent la faiblesse du faible. Parce qu'au fond, le méchant, c'est un pauvre type. Ouais. Maintenant qu'ils sont méchants physiquement, ils donnent des coups. Bon, c'est carrément une raïka, ouais, une kaïra. Ouais. S'il est méchant avec les mots, ça s'appelle la megadel et tatsmo al kalun ravero. Celui qui se grandit en rabaissant l'autre. Ouais. Si toi, tu comptes sur la personne, ou si toi, tu valorises la personne, on l'a dit, ça va te faire très mal. Mais si toi, tu as créé un filtre à lourdeur, donc tu vois l'information arriver, tu as du recul par rapport à la situation, et tu te protèges, tu dis, mais je veux pas. Comme je vous avais dit une fois, dans un cours sur la colère, quand tu as 14 ans et que quelqu'un te parle mal, tu veux le tuer. Quand tu as 20 ans, tu es énervé. Mais quand tu as 40 ans et que le mec il veut t'embrouiller, tu rigoles. Ça te fait marrer. Ouais, j'ai une affaire en or, tu me donnes 10 000 euros, dans 6 mois, je te donne 5 000, 50% d'intérêt. Ouais, mais parce que tu es un copain, je le fais vraiment pour toi, on se connaît, j'ai failli épouser ta sœur. Mais tu es mon beau-frère, tu veux m'embrouiller. Tu te marres. Tu rigoles. Tu dis, mais non, je vais m'énerver, je vais le tuer, je vais lui mettre un coup de boule. Mais non, tu te marres. Maintenant, le fait que tu arrives à rigoler, ça prouve le recul que tu as par rapport à la situation. Vous savez ou non? Parce qu'encore une fois, si tu veux le tuer, ça veut dire qu'il a touché ton essence. Si tu es énervé, c'est qu'il arrive à te faire frissonner. Mais si tu rigoles, c'est-à-dire que tu as dépassé le frisson, tu as dépassé l'énervement, tu as dépassé l'intention de meurtre et tu te marres. Tu sais quoi? Tu me fais marrer. Donc ça veut dire que tu es autonome. Donc ça veut dire que tu es construit. Donc tu es libre. Parce que si toi, ta vie, c'est une série de réactions, ça veut dire que l'autre, en agissant, il te fait réagir. Donc ça veut dire que c'est le maître de ton action, c'est l'autre, puisque toi, tu réagis. Évidemment, je sais ce que vous me dites. Oui, mais il y a des mots qui font très mal. D'accord? Il y a des gueules, c'est agressif. Il y a des reproches, il y a des piques, il y a des railleries, il y a des moqueries en public. C'est dur, c'est très dur, Rav. Je sais pourquoi c'est dur. Parce que tu n'as pas encore atteint l'autonomie existentielle. Tu dois exister par toi-même devant Dieu. Quand tu existes par toi-même devant Dieu, l'autre, c'est une proposition. Mais quand tu n'existes pas, l'autre, c'est une agression. Comprenez ou non? Ça veut dire que le toxique, la toxique, ouais, elle n'a de force que dans ta faiblesse. Si c'est quelqu'un que tu peux éviter, tu l'évites. Ouais. Si c'est quelqu'un que tu as épousé, tu travailles. Si c'est quelqu'un qui t'a mis au monde, ça veut dire que le bon Dieu l'a calculé que dans ton mazal, tu vas avoir une influence comme ça. Mais ça changera.
Tu dois optimiser cette relation. Qu'est-ce que je vais faire avec? Vous savez, une fois, j'ai dit à quelqu'un, il me dit, ouais, mais Rav, dans ma vie, j'ai rencontré que des gens méchants. Je dis, mais c'est bien, parce que tu sais ce qu'il ne faut pas faire. C'est que le jour où tu vas te surprendre à faire la même chose qu'eux, tu sais que tu t'es planté, puisque tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il te reste à apprendre ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas forcément le contraire de ce qu'ils ont fait. Moi, mon Rav, il fumait beaucoup. Bon, 4 paquets de Marlboro rouge par jour, c'est beaucoup. J'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Jamais. J'ai appris. J'ai appris. Mon père, Zichron Limracha, il mangeait très vite. Moi, j'ai appris à manger doucement. C'est que tu peux apprendre de l'erreur de l'autre. Quelqu'un d'autre, il va dire le contraire. Ah non, si mon Rav, il fume. Tu sais pourquoi je fume? Parce que mon Rav, il fumait. Mais à Raudon Kolo, l'autre, c'est une proposition. Donc l'autre, il est énervant. Je ne suis pas forcément énervé. L'autre, il parle mal. Je ne suis pas obligé de prendre à cœur. L'autre, il veut me définir. Je vais dire, mais d'où il me connaît, celui-là? L'autre, il veut me chambrer en public. J'ai dit, on va rigoler. Moi aussi, j'ai de l'humour. Peut-être c'est toi qui vas mourir aujourd'hui. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais un peu freluqué, moi. Mais à l'école Goy, tout le monde avait peur de moi. Parce que j'avais des réparties, j'avais des blagues. Le mec, il était malade pendant une semaine. Ben, je me défendais avec mes armes. L'autre, il était au de la montagne. Une fois, je faisais le clown en classe. Bon, une fois, ça veut dire c'était à chaque cours. Et c'était en cours de gym. Alors, le prof de gym, qu'est-ce qu'il veut? Il veut me faire à l'archouma. Il arrête le cours. Il me dit, Mechia. Enfin, il me dit, Ben Chetrit, qu'est-ce qu'on va faire de toi plus tard? Alors, moi, je le regarde. Je lui dis, au pire, on fera un prof de gym. Il ne s'est pas remis jusqu'à aujourd'hui. Il a eu un tic nerveux comme ça. Genre, il me faut un trou pour mourir, mais c'est trop tôt. Bon, c'est un exemple, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse intellectuelle, elle donne l'humour. Et l'humour et la vitesse intellectuelle, ils donnent la capacité de répartie. Maintenant, après, tu peux l'utiliser encore une fois pour te défendre. Ouais. Tu peux l'utiliser pour attaquer. C'est compliqué de ne pas utiliser. Ouais. Comme l'intelligence. Si tu es intelligent et que tu es triste, tu vas faire une très grande dépression. Si tu es bête et que tu es triste, tu vas faire une petite angoisse. Bah oui, parce que l'ordinateur, quand il est puissant et que le virus il rentre dedans, il détruit tout. Alors que si c'est un ordinateur lent, ouais. Donc ça veut dire que chaque outil, chaque capacité, tu peux l'utiliser ou le subir. Bah, c'est exactement pareil. Quand tu sais qu'il y a des gens dans ce sens-là, ouais, il y a des gens qui existent. Encore une fois, il faut te blinder. Des fois, j'ai eu des cas de Shalom Bayit où la femme, elle est enceinte. Je dis, oui, mais Rav, il me fait des remarques, il me pique, il me parle mal. Je dis, écoutez, madame, je vais vous donner un secret. Vous êtes enceinte? Elle me dit, oui, parce qu'avec un truc comme ça ne peut pas être de l'aérophagie. Je lui dis, écoutez, vous êtes responsable de l'enfant qui est dans votre ventre. Donc, vous êtes obligé de le protéger. Parce que tout ce que vous ressentez, ça s'inscrit dans le ventre. Ça s'inscrit dans l'enfant. Donc, il va falloir vous blinder pour être solide. Je dis, maintenant, il y a des gens qui étaient enceintes à Auschwitz. Il y en a qui ont accouché au ghetto de Varsovie. Comment les enfants ils sont sortis normaux? Parce que les mamans les ont protégés. Maintenant, réfléchis. On est tous enceintes de quelqu'un, puisqu'on est enceinte de la personne qu'on est en train de devenir. C'est-à-dire que la personne de l'année prochaine, tu la portes cette année. Donc, en fait, tous les ans, tu accouches de toi-même. De la même manière que la maman, elle doit préserver l'enfant devant l'agression, de la même manière, toi, tu dois te préserver devant l'agression. Donc, tu peux faire la sourde oreille, tu peux faire la logique du dénigrement, tu peux faire surtout de ne pas donner du crédit. Parce que quand tu donnes du crédit à l'agresseur, ça fait mal. C'est connu, quand tu prends un coup de poing dans le ventre, il ne faut pas bloquer les abdominaux, parce que ça va éclater la rate. Il faut être ferme au départ et après accompagner le coup dans la pénétration du corps. Et à ce moment-là, ça va aller. Tu vas avoir mal, mais tu ne seras pas blessé. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu acceptes l'événement, tu accompagnes l'événement et tu utilises l'événement au lieu de subir l'événement. Et non seulement tu ne vas pas être faible, mais tu vas sortir fort. Les goïms, ils disent, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ouais.
Mais encore une fois, c'est quoi mourir? C'est prendre une balle dans la tête. Pourquoi le mec est... Non, mourir, c'est accepter la situation, accompagner la situation, assumer la situation. Pour ça, j'ai tué mon orgueil, j'ai tué ma susceptibilité, j'ai tué mes nerfs. Quand j'ai tué mes nerfs, je deviens calme. Quand j'ai tué ma haine, je deviens tranquille. Quand j'ai tué mon envie de victimiser, je deviens un battant. Donc c'est la mort qui m'a fait vivre. Vous avez compris ou non? Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? On les agresse, ils meurent. Ça y est, oh, mais je suis mort. Là, je suis mort. Ben quoi, là, je suis mort. Hein. Déjà, ils voient arriver, ils disent, ça, je suis mort. Je connaissais quelqu'un, il y a longtemps, il y a 30 ans. Hein. Ma parole, il était comme ça. Vraiment, c'est-à-dire 30 kilos trempés. Les voyous avaient peur de lui. Puisqu'il se faisait attaquer à l'époque par 15, 5, 6, 7 personnes, dans les cités là-bas, à Lyon. Mais il était tellement fou, ouais, qu'il avait peur de rien. Il se battait, il fracassait tout le monde. Les mecs, ils disaient, laisse-le tranquille, celui-là, il est fou. C'est-à-dire quoi? Il a dépassé sa peur. Ou non, le contraire. La peur, elle te paralyse. Oui, c'est connu. La peur, surtout pour les gens qui ont pris la nationalité espagnole, puisque hispanique, ouais, quand il panique, il est paralysé. Tu dis, mais même les pilotes de chasse, ils ont peur. Même les soldats, ils ont peur. Même en rentrant à Gaza, ils ont peur. Oui, mais encore une fois, si tu subis ta peur, elle te paralyse. Si tu utilises ta peur, elle crée ce qu'on appelle l'hyperconscience. Et l'hyperconscience, c'est indémontable. On ne peut rien te faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, des deux côtés. D'un côté, je me préserve sur mes rats. J'écarte. Je vois que la personne, elle est bizarre. Pas la peine de perdre le temps. Ne restez pas 1 an, 2 ans avec quelqu'un qui a des hauts, des bas, qui est instable, qui ment, qui triche, pas la peine. En 1 mois, tu as compris, tu te barres. Allez hop, ne perds pas. Oui, mais ramène chez Tri. Parce que le problème, c'est que tu restes, tu augmentes ton niveau de patience, tu augmentes l'amour, et maintenant que tu es amoureuse, tu dis, bon, c'est pas grave, je vais avaler les poteaux. Non, non, rappelez-vous. Rappelez le sparadrap avec le torse italien? Non? Il n'y a que des nouveaux, quoi. Vous prenez, vous imaginez la force de l'image, ouais. Un Italien avec un torse bien large et bien poilu. L'Italien poilu. Et il y a un gars, il lui dit, tu sais, si tu veux, je te donne 20 €, on fait une expérience. Laquelle? Je te donne un sparadrap qui fait 20 cm de large et 60 cm de long. Il dit, ok, tu le colles sur toi, ouais, pour 20 €. Le mec, il dit, ok, 20 €, c'est fait, c'est gagné. Le problème, c'est que au moment où tu colles le sparadrap, à la limite, c'est doux, c'est sympa, c'est une caresse. Mais quand tu veux enlever le sparadrap, que le sparadrap, il s'est imprégné de la peau, il a absorbé le poil et qu'il a bien adhéré, tu vas mourir. Ben, c'est exactement pareil. Christine, c'est comme un sparadrap. Quand tu le côtoies, c'est doux. Et quand ta mère, elle te dit c'est où elle ou moi, tu vas mourir pour l'enlever. Pourquoi t'as adhéré? Toi, t'as vu qu'il n'était pas clair. Toi, t'as vu qu'il avait des intentions bizarres. Toi, t'as vu qu'il mentait. Tu l'as surpris 2 fois, 3 fois. Ne perds pas le temps. Oui, mais il a le droit de faire tes chouvas. Non, pourquoi? Pourquoi t'as combien de vies, toi? Moi, je vois les gens, ils me disent, écoutez, Rabben Chetrit, 15 ans de mariage, 15 ans gaspillés. Mais quand vous étiez fiancé, elle me dit, oui, je sais, vous m'aviez dit qu'il n'était pas pour moi. Les gens, ils viennent. Moi, je ne suis pas un scanner, mais il vient. Je pose 3, 4, 5, 6 questions. Je vois le gars, il ne tient pas la route. Je dis, écoutez, madame, mademoiselle, vous n'êtes pas adapté. Non, mais c'est pas grave, je vais l'aider. Comme vous voulez. Il ne fallait pas venir. Et après, 15 ans après, avec 6 gosses, écoutez, Rabben Chetrit, pas trop avec ma sœur. Il a touché ma fille, la grande. Je vous avais dit, il sentait le pourri. Il sentait le pourri. Tu vois un gars, tu sens, c'est marrant, il y a un cadavre. Non, c'est lui. Tu sens les gens. Parce que vous soyez des grands psychanalystes et le bon Dieu vous a donné la force d'analyse, ou que vous soyez intuitive et le bon Dieu dit attention, danger. Mais à un moment ou un autre, pour que tu aies le libre arbitre, on va te prévenir. Le problème, à Odon Kolo,
Pour écouter le signal d'alarme, il fallait qu'il y ait quelqu'un dedans que ça intéresse. Mais si tu n'as pas construit ta valorisation personnelle, donc il n'y a personne dedans pour dire c'est pas pour moi. Vous suivez ou non? C'est comme les gens qui me disent oui, mais de toute façon, Rav, j'ai rien à perdre. Et c'est ça ton problème. Oh, mais de toute façon, je m'en fous, j'ai rien à perdre. Mais que 10 ans de mariage, de toute façon, une de perdue, 10 de retrouvée. Je dis, enlève ton alliance, va dans une soirée célibataire, essaie de te placer avec ton ventre et ta calvitie. On va voir si c'est facile, monsieur Aldo. En fait, c'est Marlouf. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Oh, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, les blagues, ça fait perdre le contrôle. Qu'est-ce que je disais juste avant? Non, juste avant Marlouf. Non, ça y est, on a fini, c'est pas grave. Ça y est, on a bien décollé, grâce à Dieu. Ouais, avec la moitié de la boîte. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Hachem, il faut m'aider, là, je suis seul. Je sais pas, c'est parti. Bon, ça ne devait pas être important. Ce qui compte. Bon, là, c'est bien, ça fait 1h40, donc là, vous êtes à la limite de prier pour que je m'étouffe. Donc, vous avez compris que quand moi, je vais me construire, que je vais travailler ma joie, que je vais régénérer mon réservoir de joie, que je vais travailler ma valorisation personnelle, que je vais faire des choses importantes qui vont me donner de la valeur, que je vais me sentir bien dans ma religion, parce que je vais avoir un dialogue direct avec Dieu, que je vais maîtriser mon Yetzer Hara, que je vais pas faire des choses que je vais regretter, que je vais éviter des actes qui sont pas jolis et que je me sens mal, et des situations où je me sens sale et pourri et pollué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez compris, j'ai capitalisé. Ah oui, j'ai rien à perdre, merci. Oh, heureusement qu'il y en a un qui suit. Donc les gens, ils viennent chez moi. Je lui dis, écoutez, vous avez 4 enfants, il faut vous battre. Il dit, non, j'ai plus rien à perdre. Je lui dis, mais toi, personnellement, mais tu peux pas te laisser aller comme ça et fumer des joints et partir dans la coke et tout et ne rien foutre à l'école. Mais de toute façon, j'ai rien à perdre. Oui, mais écoute, c'est ton conjoint, enfin, c'est ton enfant, tu peux t'en occuper, ok, il s'est fait renvoyer de toutes les écoles. Ben, je m'en fous, j'ai plus rien à perdre. Donc le vrai problème, c'est que tu n'as rien à perdre. Vous me suivez ou non? Si toi, tu as travaillé 10 ans pour créer cette boîte, et grâce à Dieu, tu rentres en bourse cette année, et un mec, il vient, il te fait une exposition, il change les papiers, il te prend la boîte, tu vas le tuer, pourquoi? Parce que c'est toi qui as créé la boîte. Donc tu as quelque chose à perdre. Si toi, tu t'es construit, tu t'es valorisé, tu es solide, tu es clair, tu es bien devant Hachem, tu es bien devant... Donc tu as quelque chose à perdre, parce qu'il y a quelqu'un. Donc ça veut dire que quelqu'un qui divorce facilement, c'est qu'il n'a pas construit son couple, donc il n'a rien à perdre. C'est pour ça que moi, les jeunes Hatan Kala, ils sont à la choupa comme ça, ils sont là. Je leur dis maintenant chrono. Ils me disent comment ça chrono? Je dis chrono. Allez-y là. Cette année, gentillesse, douceur, investissement, épanouissement, compréhension, les kafsroutes, maîtrise, remise en cause, prière, comprendre l'autre dans l'intimité, lui apporter le meilleur. Toute cette année-là, vous allez capitaliser. Comme ça, quand le Satan il va venir pour foutre la pagaille, il vous dira, tu sais quoi, envoie-la balader, eh ben, traite-le de pourriture. Tu peux pas. Pourquoi? Écoute, parce que tu as quelque chose à perdre. Mais qu'est-ce qu'il fait Yetzer Hara? On est mariés, on est cool, religieux ou pas religieux. En fait, on profite du temps, on fait des kiffs, on va au cinéma, ouais, mais on construit pas. On construit pas. Le jour où il vient une crise, ouais, ben, l'autre au call center, il a rencontré une fille. Bon, c'est vrai qu'il est Kollelman, mais bon, il est partout, d'accord. Et l'autre, c'est pareil. Elle dit, bon, elle voulait tellement maigrir, bon, elle a perdu 40 kilos. Depuis qu'elle a perdu 40 kilos, elle se prend pour une star, elle a envie de vivre sa vie, elle n'aurait jamais dû t'épouser, elle va aller en boîte et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tu n'avais pas capitalisé. C'est exactement pareil avec Hachem. Si toi, tu crées une relation de proximité, une relation d'amour, une relation de crainte, une relation de pureté, et toi, tu as dans la tête, tu as les tzadikim, tu as Baba Salé, tu as une prière qui est bien faite tous les jours, et tu mets tes tefilines comme il faut, d'accord? Et tu te préserves, et tu grandis, et tu as la chérina à la maison, et que lui, il vient, il dit, hey, la voisine, c'est une info. Je dis, merde, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai des lingots d'or à la maison, et toi, tu me proposes d'aller me salir
dans le local à poubelle parce que son mari, il n'est pas là. Encore une fois, pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que j'ai le contrepoids. Donc, il faut avoir quelque chose à perdre. De la même manière, quand l'autre, il va t'agresser, quand l'autre, il va te parler mal, ouais, tu vas l'écouter, tu vas l'entendre. Tu vas lui dire, Mikhila, je peux pas. Mais pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à perdre. Vous avez compris ou non? Donc vous avez compris que c'est un travail perpétuel de Asetov, c'est-à-dire de construire ma plénitude, de devenir une personne de valeur le plus vite possible, et en même temps, Sourmera, de se préserver, d'écarter les gens vraiment trop bizarres. Ensuite, les gens que je ne peux pas écarter parce que c'est mes parents, donc d'apprendre à cachériser, à utiliser, c'est-à-dire à prendre le bien de leur mauvais. Ouais. Encore une fois, parce que s'il est très nerveux, je vais apprendre le calme. Oui. S'il est très menteur, je vais apprendre la vérité. Mais si je suis trop jeune et donc je ne peux pas me défendre, il va falloir un miracle pour que j'arrive à ne pas subir l'influence. Et le jour où je vais prendre conscience, alors je vais faire ce travail avec un thérapeute, avec un rave, avec moi-même, de cachériser, écoutez bien, de cachériser que le négatif que j'ai absorbé, je peux en faire une force et un positif. Vous savez, j'ai eu des gens qui ont eu des parents très méchants. Je dis, écoutez, c'est vos parents, ok, ils vous ont mis au monde, ok. Il me dit, oui, mais je ne pourrais pas, j'ai fait 10 ans de thérapie, j'ai encore des traumatismes, j'ai encore des peurs, j'ai encore des angoisses, je fais des cauchemars. Non. L'événement, c'est un événement, d'accord? Quand tu prends une baffe, ça fait mal. Pendant 20 minutes, ça brûle. Mais si 2 ans après, tu as encore mal, c'est que tu as entretenu. Donc, il ne faut pas être complice de son bourreau. Maintenant, il ne faut pas non plus être dans un déni de réalité. Un bourreau, c'est un bourreau. Ah, maintenant, le bourreau, il a vieilli. Maintenant, la vie, elle a passé. Peut-être le bourreau, il est mort. Et les gens me disent, mais Rabben Chetrit, comment je fais? Comment je vais faire le kiboud avaim de quelqu'un qui était tellement tordu? Écoutez bien ce que je dis. Hein. Écoutez bien. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez aller sur sa tombe. Vous allez lui parler. Vous allez l'insulter. Vous allez cracher. Si vous pouvez même, vous allez faire pipi. Ou mieux, si affinité. Et après, vous allez vous pleurer et vous allez vous réconcilier. Et après, vous acceptez que peut-être qu'il était malade. Et qu'au pire, il était maladroit. Alors les gens disent, oui, mais attendez, vous voulez que je juge positivement quelqu'un qui m'a détruit? Non, je ne suis pas en train de vous dire de le rendre un tzaddik. Je vous demande seulement d'arrêter l'hémorragie de la souffrance qu'il a créée à l'époque et qui continue à vous inonder aujourd'hui. Vous avez compris ou non? Il est comme il est, il était comme il était. Mais moi, je vais arrêter d'être la victime. Parce qu'encore une fois, le bourreau n'existe que parce qu'il y a une victime. La victime n'existe que parce qu'il y a un bourreau. Maintenant, quand le bourreau, il n'est plus en présence, ou il n'est plus en activité, ou il n'est plus en existence, ouais, comment ça se fait que j'ai encore l'impact? Ça veut dire que je suis plus intéressé par mon statut de victime que par mon statut de personne libre. Maintenant, il y a d'autres personnes qui étaient dans la même famille. De ce monstre, ils sont devenus très forts. Ils sont même devenus thérapeutes pour ce type de cas. Et toi, tu es sorti victime, fracassé, aucune confiance en toi, et tu es tombé dans la prostitution, dans l'espoir de recevoir un peu la tendresse que ton père ne t'a pas donnée. C'est pour ça que tu rencontres toujours des gens qui ont 15 ans de plus que toi. Maintenant, pourquoi la sœur, elle est sortie forte, et elle est devenue positive et thérapeute, et toi, tu es sorti faible et en morceaux? Voilà. Donc, vous comprenez que ce n'est pas l'événement. C'est qu'est-ce que tu fais avec l'événement? Qu'est-ce que tu fais avec la rencontre? Qu'est-ce que tu fais? Alors, quand je te dis, tu vas te réconcilier et tu vas dire, au pire, il était maladroit. Encore une fois, c'est pas pour cachériser que maintenant il est devenu tzaddik. Non, c'est parce que tu as 2 boulets là. Tu as un boulet qui s'appelle ton père et un boulet qui s'appelle ta mère. Maintenant, ces 2 boulets peuvent être des moteurs. Si tu as eu des parents équilibrés, qui t'ont donné de l'amour, qui t'ont donné de l'ambition, ça va être des moteurs.
Mais si c'est des poids morts, tu vas les traîner toute ta vie. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu cachérises. Du négatif, tu fais du positif. Pour que tu puisses continuer à vivre et surtout que tu ne vas pas polluer ton couple, ta famille, tous les hommes du monde en faisant des amalgames, en faisant... Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'on a cette capacité, Baruch Hashem, d'être me'afer, midatadin, les midatarahamim. On peut transformer le mauvais en bon si on l'utilise. On peut le faire. Comme il y a des gens qui ont tout pour être heureux et qui divorcent parce qu'ils ont transformé le bon en mauvais. L'autre, il a un enfant intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fracasse parce qu'il a peur que le gosse se rende compte qu'il est nul. Je dis, mais non, si l'enfant il est intelligent, c'est l'occasion pour toi de grandir. Profites-en, vas-y, travaille, étudie, pose des questions, évolue avec lui, c'est bien. Parce que l'enfant, il te fait l'accélérateur de maturité que toi, tu n'as pas voulu assumer. Donc toi, tu as freiné comme un fou et lui, il t'oblige à grandir. Tu as épousé quelqu'un qui veut te faire grandir, mais vas-y, profite. Non, ça me saoule, j'ai pas la tête, on n'a pas les mêmes principes, et puis tu vas pas me faire changer, mes parents, ils n'ont pas réussi, mon prof n'a pas réussi, en quoi tu vas rester con? Si tu rencontres quelqu'un qui veut te faire évoluer, mais dis merci qu'Hachem il t'a envoyé le médicament pour ta maladie qui s'appelle la psychorigidité. Ou non, continue à rester brêle. Et après le divorce, j'avais une femme de folie. Mais qu'est-ce que j'ai été bête. Oh là là, mais je suis fou. Moi, combien de fois je l'ai entendu? Des millions de fois. Et je l'ai dit aux gens. Je dis, écoute, là, vous êtes dans la crise, vous êtes dans le malaise, vous êtes dans le conflit. Mais un jour, si Dieu veut, vous allez divorcer. Et vous allez sortir dans la rue. Et vous allez commencer à comparer. Vous allez dire, mais attends, mon mari, il était super. Ok, bon, il était un peu plus religieux. Ok, ma femme, elle était un peu plus nerveuse. Ok, mon mari, il voulait pas expliquer. Il était un peu silencieux. Ok, il y avait des défauts. C'est sûr, puisqu'il y a des différences. Mais encore une fois, si vous aviez utilisé ces différences pour créer de la fusion, parce que l'eau et la farine ne se ressemblent pas, mais la fusion, elle fait du pain. Tu peux utiliser la différence. L'élève, encore une fois, il n'a pas le même niveau que le maître. Mais comment l'élève grandit? Grâce au maître. Ok. Mais comment le maître, il augmente son intelligence? Grâce à l'élève. Vous avez compris ou non? Donc la différence, elle peut être vécue comme une source de complexe, ou peut être vécue comme une agression, elle peut être vécue comme une opportunité. Donc décide, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est ça ce que j'ai dit au début du cours. Ouais. C'est qu'en fait, c'est l'état d'esprit, le terrain psychologique, le niveau de croyance, la capacité à assumer une réalité qui va faire que cette réalité, elle sera positive ou négative. C'est comme tu veux. Alors que les gens, ils font l'inverse. Ils ne prennent pas le préliminaire, ouais, ils prennent l'événement. Et l'événement, il est négatif, c'est du négatif. L'événement est positif, c'est du positif, alors que c'est faux. Si tu es en amont, si tu es en recul, en fait, si tu es adulte, ouais, et ben chaque événement, tu vas décider qu'est-ce que tu vas en faire. Et de tout événement, on peut faire du bien. C'est ça, Gamzu Letova. Ça aussi, c'est pour le Tov. Et Tov, on a dit que c'est quoi? C'est pour compléter. Kol de Avid Rahamana Letav. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le Tov. Donc, c'est pour compléter. Donc, j'ai compris que je veux devenir Tov. Maintenant, pour devenir Tov, eh ben, il faut des caresses et il faut des treha. Eh ben oui. Je vous donne un dernier exemple, après je vous laisse tranquille. Vous allez à Florence. Vous regardez le David de Michel-Ange. Vous l'avez déjà vu ou non? Le vrai. Il fait 6 mètres de haut. Il est énorme. Il faut comprendre une chose. Hein. Ne le prenez pas mal. Hein. Je vous aime tous. Vous m'avez supporté pendant 2 heures. Au départ, Michel-Ange, on lui a amené un bloc de marbre. Vous me suivez ou non? Qui faisait 8 mètres de haut et qui faisait 1,50 m sur 1,50 m. Tu sais combien de coups de marteau il a mis? Tu sais combien de petits marteaux il a mis? Tu sais combien de coups de lime il a mis? Tu sais combien de papier de verre il a passé? Quand tu vois ça, mais c'est tellement bien fait, tu fais un peu comme ça avec les yeux, tu dis il va se lever, il va marcher. Il va avancer. Il a atteint le trait humain. Comment d'un bloc carré? Tu dis, mais
C'est un artiste. Rabotaï, on est des blocs de marbre au départ. Carrés, tous les mêmes. Après, la vie, elle va tailler. Mais dans l'acceptation du marteau, elle fait apparaître la facette. L'acceptation de la lime, elle fait apparaître la courbe. L'acceptation du papier de verre, elle crée le polissage. Alors, comment tu es devenu une personne parfaite à cause de tout ça? C'est vrai que ça peut faire mal, hein? Mais rappelez-vous que la musculation, c'est de la torture. Bah oui, c'est parce que ça fait mal que tes muscles grossissent. Devenir intelligent, c'est de la torture. C'est parce que tu as mal à la tête que ton cerveau il se développe. Faire des études, c'est de la torture. Mais comme ton projet il est grand, donc tu vas subir toutes ces étapes, ça ne te dérange pas. Construire un couple, c'est de la torture. Parce qu'il va y avoir toutes ces confrontations, tous ces pleurs, tous ces nerfs, tous ces stress. Mais bah, au Hachem, quand tu vois que ton couple il est construit, il est équilibré, et qu'il y a, la complicité, il y a la promiscuité, il y a la solidarité. Tu oublies tous les coups que tu as pris. Quand tu vois que l'enfant il est éduqué, il est construit, il est autonome, tu t'en fous des redoublements et de l'Arnouna et des milliers de couches que tu as changées parce que tu as atteint un résultat. Donc le secret, c'est qu'on peut être dans la boue, mais on pense au projet, on pense au but, on peut tout passer. En français, ça s'appelle l'idéal. Maintenant, rappelez-vous que les réalistes sont pessimistes et que les idéalistes sont optimistes. Donc, il faut juste que tu décides si tu veux être optimiste ou pessimiste. Voilà.